Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant et de croustillant dans le monde de la bande dessinée américaine et tous ses dérivés sur les écrans quels qu'ils soient. Bien sûr, ce podcast n'est pas réalisé tout seul en ma seule présence, puisque nous sommes 2 dans First Print. Il y a Corentin avec moi. Aurélien, tu veux dire? Non, Corentin. Salut, ça va? Tu vas bien? Vous n'aurez jamais compris cette blague. Et non, c'est une private joke, oui. Corentin. Il ne faut pas faire des private jokes comme ça non plus. Ça va très bien, et toi, Arnaud? Eh bien, ça va aussi. Je suis content de te recevoir. C'est vrai, t'as pas l'air très content, là. C'est parce qu'en fait, j'essaye de ne pas tousser dans le micro, puisque début d'année, donc la crève, le pollen, tu sais, le beau temps qui te prend en traite, où tu fais « Oh, il y a du soleil !» Mais « Oh, il fait 5 degrés !» Et « Oh, t'attrapes froid comme une merde !» Et voilà. Donc couvrez-vous quand même si vous êtes comme moi et que dès que vous voyez un rayon de soleil, vous avez envie de vous mettre en slip. Donc ce que je disais, voilà, en préambule de ça va revenir cette année aussi, là. De quoi? Les podcasts de balcon où t'es en maillot de bain tout le temps. Non, non, ça ne reviendra pas cette année. Merci, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc en préambule de ce podcast, on vous rappelle que cette émission, elle est sponsorisée par Pulps, que l'on remercie chaleureusement de nous soutenir cette année. Donc Pulps, c'est, on vous le dit à chaque fois, mais vous savez que on va essayer, peut-être un jour, on va varier les formes, on fera des faux messages publicitaires de nouveau pour un peu varier la façon dont on présente le sponsor. C'est ça. J'ai bien envie. Quoi, Pulps? Non, c'est ça. Non, j'ai bien envie de lire quelques comics en VF ou en VO. Pas ta calée chez Pulps. C'est le truc. Oui, c'est ça. Va chez Mac Gerbal dans Les Inconnus, là, c'est ça. C'est ça. Je t'emmène chez Mac Gerbal. Alors, donc c'est une boutique Pulps Comics à Paris, rue Dante, dans le quartier latin, et une autre boutique aussi à Bordeaux que l'on salue bien bas, mais aussi un site internet sur lequel vous pouvez passer des commandes, que ce soit pour des comics VF ou de la VO. Nous, vraiment, c'est plutôt sur la VO qu'on bosse avec Pulps cette année, et notamment avec notre fameuse chronique Focus Pulps qui a reçu 3 nominations aux Oscars, mine de rien, pour la meilleure chronique comics, pour la meilleure chronique podcast en comics, et pour la meilleure émission sur des comics en VO. Ça, Comics Podcast. Voilà. On vous aime. D'ailleurs, il y a les bouilladors de Comics Podcast tout bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, c'est le samedi de la Comic Con France, donc ils ont très bien choisi leur timing, je trouve, puisqu'ils savent qu'il y aura zéro. C'est ça. On va en reparler après, parce qu'en fait, c'est ça. Mais donc on leur fait effectivement des gros bisous, et aussi d'ailleurs au Gaufrier, podcast BD plus généraliste auquel j'ai eu le plaisir de participer il y a peu. Je vous invite à écouter leurs 2 dernières émissions. Mais tout ça pour dire que Pulps, donc voilà, c'est aussi une enseigne en ligne, qu'on a notre Focus Pulps, donc c'est 3 titres en VO à prix de lancement qu'on vous propose de découvrir chaque mois. La sélection du mois de mars, elle est toujours en ligne, vous pouvez l'écouter, et les comics, je crois que ces previews sont ouverts jusqu'à la fin du mois, enfin 23-24 en général, c'est vers là que ça se ferme. Donc n'hésitez pas à y faire encore un tour si vous voulez, par exemple, vous prendre The Boy Wonder de Juniba à prix de lancement. C'est là qu'il faut passer. Ceci étant dit, on remercie bien entendu et surtout notre public, puisque ce podcast First Print ne pourrait être ce qu'il est sans votre soutien. Donc merci à toutes les personnes notamment qui nous soutiennent via Tipeee. On vous rappelle qu'on a une page qui est ouverte H24, vous pouvez apporter des sous de façon ponctuelle ou régulière, et que ça nous permet d'envisager le podcast sur le long terme. D'ailleurs, petit teaser, on en reparlera sûrement dans le prochain front page plus en détail, mais on va bientôt avoir besoin de vous, en tout cas de votre contribution, avec une enquête en ligne, parce que voilà, on a pas mal de questions à vous poser maintenant au bout de notre 4e année d'existence quand même. Enfin, on l'a entamé là. Donc restez aux aguets, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines sur First Print. Notamment des intros de plus en plus longues. Et notamment des intros de plus en plus longues. Et on va pouvoir commencer par la partie comics. Alors d'abord c'est le point. C'est le point. Je vais aux toilettes, je me prends une bière. Arnaud, tu peux parler tout seul. Très bien, oui, parce que en général quand je parle de l'événementiel, c'est pas forcément quelque chose qui invite à débat. Encore que. Alors premier point, c'est que il y a pas mal de conventions qui arrivent. Alors on va revenir, je pense, dans le prochain front page sur Paris Fan Festival, parce que je sais qu'il y a plusieurs annonces qui vont venir d'ici les 10 prochains jours. Donc on aura l'occasion de refaire un petit débrief là-dessus. Par contre, avant ça, 2 dates à retenir. D'une part, donc Comic Con France à la fin du mois à Paris.
Ouais. On avait déjà annoncé qu'il y aurait Jim Lee qui serait présent, juste pour un panel. Donc quand même, faites gaffe à si vous voulez Ne ramenez pas vos omnibus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura pas de les dédicaces se font chez Album pour le coup. Voilà, mais je pense que maintenant qu'elles sont complètes depuis bien longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que la semaine d'après, si vous avez envie de vous rendre en Belgique, dans la ville de Gand, il y a la FACTS. Alors je sais pas du tout de quoi est l'acronyme FACTS. Je pense qu'il y a Comics, film, animation, comics, télévision, streaming. Télévision, séries, ouais, peut-être un truc comme ça. Peut-être. En tout cas, une convention pop culture qui est organisée par les mêmes personnes qui font la Heroes Comic Con, sur laquelle on s'était rendu en septembre dernier. On avait pu faire pas mal d'interviews de Jill Thompson, de André Lima Arrojo, et donc ils ont une édition là qui se passe en avril et qui est plutôt sexy quand même. C'est le terme que j'emploierais, puisque ils ont Brian Michael Bendis en invité. Dans leur artiste allé, ce qui est ouf en vrai, parce que du coup il est à 2 heures de Paris en train si vous allez là-bas. Il y a Marjorie Liu et Sana Takeda, donc de Monstress ou de The Night Eaters, qui sont également présentes, et on comprend mieux pourquoi en fait elles passent 2 jours avant à Pulps à Paris, puisqu'elles seront effectivement de passage le 4 avril à Paris à Pulps, donc ne les manquez pas. Voilà, c'est Monstress, une série dont le 8e tome doit arriver prochainement chez Delcourt, et une série qui a été nommée et récompensée aux Eisner presque autant de fois que Saga, je crois, et qui apporte pas le même retentissement en France que Saga. Accessible que Saga, on va dire. Mais voilà, donc 2 autrices très fortes. Takeshi Miyazawa aussi, qui a fait Make Cadet You notamment, qui a fait du silk, qui a du très bon silk. qui a fait du bon silk, et qui a un dessin forcément, vu ses origines japonaises, qui tourne du côté de l'animation japonaise du manga, et qui sera également là. On a aussi Daniel Henriquez, qu'on connaît peut-être moins de nom, mais parce que c'est un encreur en fait, mais qui est un encreur très prolifique, qui a fait énormément de travaux sur plein de séries différentes, et donc je peux vous l'annoncer. Normalement, je vais pouvoir me rendre sur place et je vais aller l'interviewer pour avoir notamment quand même une discussion sur l'ancrage, parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas non plus tout le temps forcément ce métier, alors que ça reste important. Et Daniel Henriquez, qu'on verra d'ailleurs cette année sur No Home Here avec Jonathan Glapion, qui est un des spin-offs, un des nombreux spin-offs de Spawn qui arrivera cette année. Et également sont notés Cam Smith et Romano Molenar, alors des artistes qu'on moins en vu, qui a fait pour l'un du Spider-Man, du Supergirl, et pour l'autre en fait c'était il y a pas mal d'années qu'il était sur le Birds of Prey période New 52, et qui a plus trop fait grand chose, je crois, pour les Big Two depuis, mais qui dont moi je garde un bon souvenir de ces passages. Mais en tout cas donc une artiste allée plutôt conséquente, avec des animations comics réparties sur samedi et dimanche. Il y a vraiment des panels avec tous les artistes, dont 2 ou 3 panels avec Brian Bendis et Marjorie Liu et Sana Takeda. Donc c'est vraiment ça a l'air très très chouette. Et si vous pouvez vous rendre en Belgique, parce qu'il faut quand même juste se taper les 2 heures et quelques de train, ça se fait vite, hein. C'est quand même 2h30. Ça va, 2h30, c'est le temps qu'on met pour aller à Nantes, hein. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est la même distance qu'à Nantes, sauf que c'est clair que pour avoir l'occasion de rencontrer Mr. Bendis et tout ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, et en Belgique, les Quick ont des Giants végétariens. Et ce qui est très important pour les gens comme moi qui aiment le Giant et qui sont végétariens. Et ce qui est sûrement l'argument en fait que tout le monde attendait afin d'être convaincu. Tout à fait. Mais après, il y a plein d'autres raisons d'aller en Belgique. Pays de la bande dessinée, allez au musée de la BD en Belgique, c'est super cool. Mais je crois que c'est à Bruxelles plutôt, non? Oui. Parce que là c'est à Gand, donc c'est pas complètement à Bruxelles. C'est tout petit là. Disons que si tu veux aller à Bruxelles, en profiter pour faire ça, il y a la Heroes Comic Con qui revient à Bruxelles plus tard dans l'année. Voilà. Mais en l'occurrence là, donc Facts, c'est le 6 et 7 avril de mémoire. Et Bruges aussi. Si vous y allez, peut-être qu'on pourra se croiser sur place entre 3 interviews. Autrement, donc on a Comic Con France également, qui a annoncé quelques artistes supplémentaires pour leur artiste allé. Ce qui est bien quand même, puisque quand on s'appelle Comic Con, c'est mieux. Donc on salue Mike de Diablo Blanc Comics, qui à la fois qui gère l'artiste allé, qui le fait aussi sur Paris Manga, et qui est aussi comics dealer, c'est-à-dire qu'il aura des comics à vendre sur place, qui se démène quand même pour avoir des artistes présents sur place, parce qu'on sait en off que ça a pas été, c'est pas forcément toujours facile. Donc il y aura David Lopez, dont on vous a déjà parlé,
C'est un dessinateur espagnol qui signale notamment l'artbook Donjons et Dessins qui était sorti chez Sidekona Press, mais qui a fait voilà pas mal de beaucoup en fait de publications chez Marvel avec du Captain Marvel notamment. Il y aura aussi Barry Kitson, donc un dessinateur anglais, ça c'est fou, ouais. qui est de retour, qu'on avait eu le plaisir nous-mêmes à l'époque sur Comics Blog d'accueillir sur Comic Con Paris. Donc plutôt dessinateur aussi voilà vétéran de l'industrie hein, qui a fait ça. Alors je crois pas qu'il fasse encore d'intérieur, mais toujours très actif sur le dessin, et il prépare je crois un print, en tout cas on a vu ça sur ses réseaux sociaux. Et notre monsieur Garcin National, donc illustrateur qui est adepte en fait de composition de couverture sous forme de collage, qui s'était fait remarquer de façon très médiatisée pour sa couverture qui est superbe hein, du Amazing Spider-Man 700 il y a déjà quelques années maintenant, puisque on a dépassé le 900 depuis. C'est un petit moment même. Ouais, bon, il y a une dizaine d'années hein, maintenant, mine de rien, je dirais. Bien, ouais. Mais il a continué depuis, et là en fait il en fait une pour Miles Morales, tu sais, le faux Miles Morales 300, mais il l'a déjà présenté, et j'avoue elle est très forte quoi. Le type est bon, donc voilà, donc c'est pas énormément de monde non plus, mais on sait aussi qu'il y aura voilà, en plus de Diable Blanc, il y aura d'autres libraires qui seront présents, notamment Central Comics et Pubs, qui auront des stands de vente de BD et de goodies. On sait que Xavier Fournier sera également là, et que notamment dans ce cadre-là, au moins ça permettra d'avoir, je l'espère, on attend de connaître le programme, mais d'avoir des conférences, et notamment une j'espère qu'il y en aura une pour parler un petit peu de la fameuse exposition Marvel qui aura lieu à la Cité de la bande dessinée, puisque Xavier est le co-commissaire de cette exposition, et elle a été annoncée, alors pas officiellement, mais elle va démarrer le 26 juin 2024 donc à Angoulême, parce que, alors, et comment on le sait, c'est parce que en fait tout simplement la Cité de la BD a fait un appel d'offres sur les marchés publics en fait pour trouver une boîte qui va se permettre en fait de construire l'exposition, de s'occuper de toute la scénographie, de l'installation, de tout le mobilier, tout ça, en vue en plus d'avoir une partie ou tout partie de l'exposition qui soit qui puisse être temporaire, c'est-à-dire qui puisse être déplacé ailleurs. Donc on sait depuis longtemps que cette exposition va avoir lieu. Maintenant on a une date plus précise, et vu que juin c'est mine de rien dans pas si longtemps, j'espère qu'à Comic Con France Xavier pourra en parler un petit peu plus des détails de cette expo. Est-ce qu'on va se rendre à Angoulême en juin, Corentin? Si tu veux qu'on y aille, on y va. Oui, mais il faut dire juste oui. Ah oui. Bah oui. On va se rendre à Angoulême. Corentin, tu es journaliste comics, mais donc oui, tu vas te rendre à Angoulême en juin. J'irais plutôt faire une bise à Bendis en Belgique, moi, si j'avais les moyens de prendre le train. Mais oui, on ira à Angoulême. C'est bien Angoulême. C'est une ville qui est bien pour les genoux. ça fait du renforcement musculaire sans que tu c'est le cardio Angoulême. Sans que tu ne le souhaites forcément au départ. Tu y vas, tu arrives à Angoulême, et puis une heure après t'as plus de jambes, un leg train de 48 heures intense. C'était terrible. On n'a jamais autant aimé détester cette ville. C'est ça, moi à chaque fois que j'en repars j'ai des bons souvenirs, donc je me dis non, ça doit pas être si terrible, et du coup je la défends, et quand j'y retourne au bout d'une demi-heure, rappelle. C'est ça, ouais, c'est le syndrome. Plus Quick n'a pas de Giant végétarien. Et ça, c'est quand même un scandale. Ouais, vraiment la Belgique. Allez, Corentin, on passe du côté vraiment de l'actualité où tu vas pouvoir un petit peu plus participer, puisque là, j'ai fait le tour un petit peu de l'événementiel. On parlera des campagnes la prochaine fois, parce que j'ai pas assez bossé le sujet, mais effectivement, il y a 2 campagnes dont je voulais vous parler. Une qui vient d'être lancée chez Comics Initiative, et une autre chez nos collègues confrères de Bubble. Pour un titre à base de crabes de combat et de relations amoureuses toxiques. C'est le truc, ça a l'air complètement bizarre. C'est vraiment en fait un mec qui a des crabes de combat, qui a un crabe de combat, parce qu'en fait dans ce monde-là, en fait, au lieu d'avoir des chiens de combat, en fait tu fais des combats de crabes, et son crabe de combat il est amoureux de lui, de son maître, et sauf que quand le maître en question rencontre une meuf, le crabe de combat il devient jaloux et il commence à vouloir foutre la merde. Ça a l'air complètement débile et barré, c'est trop bizarre, et mais ça a l'air assez incroyable. Donc moi j'ai déjà backé, je vous mettrai le lien dans la description, mais on en reparlera plus en détail la prochaine fois. Ce que je voulais dire, c'était te poser une question: est-ce qu'on a perdu la bataille sémantique du terme comics en France? Faut-il arrêter d'employer le terme comics pour vendre du comics? C'est la question sur laquelle on va pouvoir disserter pendant 5 heures, avec le changement officiel de nom de 404 Comics qui devient 404 Graphiques, alors qui a été expliqué. On avait interrogé Nicolas Beaujoin, alors pas dans le podcast précisément, mais je lui ai posé quelques questions pour en faire l'actualité sur comicsblog.fr, où c'est vraiment effectivement le terme 404 graphique c'était appliqué en fait à leur format roman graphique, et qui avait été instauré vraiment depuis 2022 avec Everything.
sachant qu'en fait le premier vrai roman graphique qu'ils avaient sorti c'était Automnal, mais qu'ils l'avaient encore mis sous le label 404 Comics. Il y a eu des réflexions de libraires qui leur disent mais en même temps l'appellation graphique et tout ça, simplement c'est plus facile. Les gens n'ont pas honte de passer à la caisse. Moi c'est comme ça que je le vois, mais par affect personnel. Mais des capotes quand t'es un adolescent, quoi, quand tu vas prendre des cours. Mais de façon plus pragmatique, le fait que eux l'identifiaient plus comme quelque chose, voilà, et qui effectivement sortirait du rayon comics pour le placer en fait avec d'autres albums du même registre, ce qui devrait être fait normalement. Ça c'est leur choix, hein, je veux dire. Oui, mais après la vraie difficulté c'est que quand t'as 8 000 nouveautés à l'année, effectivement, en fonction, d'ailleurs, je fais une autre parenthèse dans les parenthèses, mais j'ai pu faire un podcast avec des gens de GFK, donc on va pouvoir reparler de la classification comics très bientôt sur nos ondes. Ce podcast, il a déjà été fait il y a 3 semaines, et c'est juste qu'en ce moment, j'essaie vraiment de mettre toutes les interviews du FIBD avant de passer à autre chose, et vu que je veux qu'elles soient aussi retranscrites pour que les non-anglophones ne soient pas perdus, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, il y a cette belle émission avec GFK qui va permettre d'éclaircir pas mal de choses aussi sur cet aspect-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément évident pour des libraires qui sont noyés sous les nouveautés de savoir toujours comment ranger tel ou tel album. Donc, effectivement, un changement de label, d'appellation avec le truc graphique, ça peut aussi tilter tout simplement, et de leur dire d'aller le ranger à un endroit où il sera plus mis en valeur, parce que le but c'est simplement pour ces bouquins d'exister. Mais effectivement, le constat, et c'est pas faute d'avoir essayé plein de façons différentes de communiquer ou d'éduquer les publics, le fait est que visiblement le terme comics continue d'enfermer dans une forme de case ou de rayon, ce qui fait que on l'a vu avec Urban et les grands formats Urban, on le voit avec les changements d'appellation de les cahiers graphiques aussi chez Comics Initiative. Ouais, alors que après Comics Initiative fait plein de formats différents et ils s'en foutent un peu, vu qu'en plus ils ont quand même un modèle de publication particulier qui fait qu'ils s'assurent quand même d'avoir leur public avant de sortir des bouquins. Mais je veux dire, c'est que cette collection aussi existe pour les albums. Oui, bien sûr, mais plus exigeants, on va dire. Il y a iComics qui a fait le changement pour iGraphic, justement pour leurs albums en récit complet, et même avant ça, Bliss Comics, ça s'appelle Bliss Edition. Bliss Comics, ça opère un changement à partir du moment où ils ont commencé à se diversifier dans leur offre, à faire les titres jeunesse, à faire des bouquins autres que Valiant. Ils ont arrêté d'utiliser le terme Bliss Comics pour devenir Bliss Edition. Et ça, c'était avant même qu'on commence qu'on soit vraiment en train de débattre là-dessus. Ouais, mais ça correspondait peut-être plus à une ouverture de la ligne éditoriale, comme tu dis, qu'à une envie, il y a forcément une envie de cibler un public différent, puisque les albums en question étaient différents du lectorat Valiant traditionnel. Mais, c'est toujours un peu la même chose, en fait. Pour moi, c'est, je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas les chiens, tu peux appeler un chien un canidé, ça va pas changer grand chose pour lui, tu vois. En vérité, les gens ne comprennent pas le format comics, ça c'est une chose. Je sais pas, moi, quel est l'effort à faire au niveau marketing ou au niveau soft power pour faire en sorte que cette barrière tombe. Mais à mon sens, on va pas résoudre l'équation en déplaçant un album qui serait pas vendu à tel endroit, qui se vendrait à tel endroit. Oui, ça va mieux se vendre, mais le gros de la production, ce qui fait que les gens s'intéressent aux comics, par exemple, pour les créations Image Comics, la plupart des scénaristes qui sont des vedettes de chez Marvel DC, pas que d'ailleurs, mais migrent vers Image Comics ensuite. Ces mecs-là, tu les découvres via les super-héros et tu les suis ensuite sur l'indépendant. Pour le gros du public comics, on va dire. Est-ce que un album de Brian K. Vaughan, ça va parler à un public qui est plutôt Derf Back Derf, qui est plutôt Art Spiegelman? Est-ce que si on avait pris Saga et qu'on l'avait mis au rayon roman graphique, je suis pas persuadé que ça aurait Saga, c'est l'exception qui confirme la règle, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, j'ai le contre-exemple parfait. Nicer on the Lake, c'est quoi maintenant, c'est 60 000 ventes cumulées. Mais alors peut-être sur les 2 tomes, mais disons qu'il y a au moins je crois, 40 000 personnes qui ont pris le tome 1. Ces personnes-là, je pense qu'à 80%, elles n'ont pas lu James Tynion 4 sur Batman, sur Justice League Dark ou sur quoi que ce soit. Donc quelque part, là, tu vois, justement, ça a permis de faire découvrir sans faire cette formation par le mainstream. Merde, aide-moi, Mike Huddleston et Jonathan Hickman. Oui, Decorum. Est-ce que Decorum c'est si bien vendu? Decorum, alors j'ai pas de chiffres. Est-ce que le dernier des dieux, en l'occurrence ça c'est plutôt une série de genre, donc elle parle à une niche particulière, mais je comprends très bien pourquoi les éditeurs font ça, pourquoi l'équation paraît logique, et pourquoi effectivement beaucoup de gens se sont cassés les dents à essayer de faire tomber la barrière du rayon comics. À mon sens, justement, ce serait, comme tu dis, après ils ont pas toujours le temps, mais ce serait au libraire en fait de favoriser une mixité plus intéressante, tu vois, peut-être justement en arrêtant de considérer qu'il y a des rayonnages par catégorie.
c'est une autre façon de considérer la librairie. De catégorie géographique, quoi. Tu vois, là, par exemple, j'avais été c'est pour ça que je parlais de cahier graphique, à la mystérieuse librairie à Nantes, et les albums de Love and Rockets, qui sont du cahier graphique, hein, techniquement, étaient au rayon comics. Mais entre les comics jeunesse, entre guillemets, de Urban, et les trucs beaucoup plus généralistes de Panini, tu vois. Et limite sur une étagère. Bah là, c'est peut-être pas très bien classé, alors. Bah oui, c'est ça. Love and Rockets ne s'adresse pas du tout au même public que même qu'Alan Moore, hein, je le dis, c'est pas du tout le même public que Brian Kevough, que Jeffrey Mender, voilà. Ils ont fusionné. Le croisement bizarre. Que Jeff Lemire. Cela dit, ce sera un Jeffrey Mender, c'est clairement un mec qui fera des trucs sur les papas, quoi. Tout le temps. Ouais, c'est exactement. Dans la science-fiction. C'est la même personne. Mais voilà, tu vois, moi c'est peut-être plus ça mon problème, c'est je comprends pas en fait comment est-ce que toi et moi on a réussi à s'intéresser aux comics et toutes ces difficultés qu'on nous liste à longueur de temps ne nous ont pas freiné nous. Peut-être qu'il faudrait étudier les profils justement des gens qui sont devenus fans de comics, comprendre ce qui les a fait bifurquer ou qui les a intéressés dans ce format-là au départ. Parce que c'est une question juste de temps à donner que les autres n'ont pas, quoi. Après, moi, je me rappelle que quand on a démarré, moi, je faisais une thèse en biologie et toi, tu t'avais un travail à temps plein aussi à côté, donc et ça nous a pas effectivement. À temps partiel à l'époque. À temps partiel, pardon. Mais voilà, ça nous a pas empêché de. Et même moi, qui ai pris en plus le train un peu sur le tard par rapport au fait que j'ai repris les comics en fait à 20 ans. Moi, je suis pas. Peut-être, je sais pas. Après, il y a des formes de marketing nouvelles à trouver. Avec ça me dépasse, mais les TikTok comics ou des trucs, enfin les influenceurs bouquins sur les réseaux qui vont peut-être s'intéresser plus naturellement à d'autres genres de BD, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Nous, on fait de la communication et de la vulgarisation, on va dire, depuis quelques temps maintenant. J'ai envie de croire qu'on a participé à ouvrir un peu la cage aux comics ou à la rendre moins menaçante. Bah, si on n'a pas fait ça, au moins on a, je pense, fait découvrir des trucs à des gens qui avaient déjà un peu franchi le pas. Tout à fait. Mais ceci étant dit, après on peut se rappeler effectivement que tout ça c'est que de la sémantique. Comics, c'est le mot que les Américains utilisent pour dire bande dessinée. Quand tu leur demandes un manga, ils vont te dire c'est un comics. Au Japon, manga, ça veut juste dire image dessin. C'est voilà un peu pour eux. Tu vas regarder la série Heroes. À un moment donné, le héros Hiro Nakamura montre à son pote le fameux numéro de Jeff Loeb Team Sale qui prédit le futur. Son pote, il lui répond en japonais manga parce qu'en fait pour eux c'est juste un mot. C'est nous qui avons aussi cette façon de bien tout sélectionner, de bien tout trier. Parce qu'on a cette espèce de dominion culturelle qui est le franco-belge, on a les comics qui viennent des marchés anglophones, on a les mangas qui viennent du Japon. Il y a des différences, hein, je suis bien d'accord, il y a des différences structurelles, fondamentales, dans les formats, dans certains choix esthétiques. Dans le modèle, dans la façon de publier. Voilà. Mais par contre, à la fin, tu pourrais peut-être juste te dire, je suis fan de bande dessinée. Moi, il se trouve que je suis plus réceptif aux thèmes qui viennent des marchés anglo-saxons parce que c'est une culture, c'est une question d'éducation, c'est une question de comment tu rentres dans ce marché-là. Mais, peut-être que voilà, il faudrait encore une fois aller juste voir plus loin que cette définition et même le terme roman graphique. Ça fait 20 ans qu'on a ce débat. C'est quoi un roman graphique? Les séries qui sont éditées par numéro, c'est pas du roman graphique techniquement. C'est pas non plus un critère qualitatif. Il y a plein de romans graphiques mauvais qui sortent et c'est pas non plus un critère autorisant parce que on est un auteur de BD à partir du moment où on écrit une BD qui nous ressemble et point, c'est tout. Enfin, encore une fois, Jeff Lemire, c'est un auteur. Il a une biographie qui est cohérente, avec des thèmes, avec des grandes variations sur un même sujet. C'est un auteur. C'est pas moins un auteur que Matt Kindt, même si Matt Kindt a un département, on va dire, roman graphique, qui va considérer que ce qu'il fait sur MGMT, c'est plus du roman graphique que ce qu'il fait chez Valiant. Non, c'est la même chose, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu aussi une sorte de snobisme, soit du public, soit du marché. Et peut-être qu'en fait, faut juste qu'on arrête de se poser ces questions et juste qu'on soit curieux de découvrir de la bande dessinée, tu vois. Ouais, mais en attendant, je vais lire du manga en ce moment, tu vois. Oui, non, mais le truc c'est que d'un point de vue pragmatique, par contre, quand t'es éditeur de comics, et si tu veux que ton livre, mais je dis pas que c'est la faute des éditeurs. Mais c'est la faute de personne, de toute façon. Si la stratégie elle fonctionne, ils ont raison de le faire. C'est un problème général, de toute façon. Mais c'est de dire qu'on aura beau, mais qu'il y a, voilà, c'est est-ce que faut accepter en fait aussi avoir une forme de lâcher prise, de dire bon bah effectivement la bataille sémantique ne prendra pas parce que les freins de compréhension culturelle de tout ce que tu veux en fait sont trop nombreux et on ne peut pas lutter à une échelle collective ou individuelle contre ça. Donc effectivement, c'est est-ce qu'on persiste à dire non, c'est du comics, ça doit être appelé comme ça doit être dans ce format, ça doit avoir cette gueule, ou justement est-ce qu'on dit bon, effectivement, puisque les barrières sont trop nombreuses et que visiblement tu prends par tous les bouts, il y a un problème qui fait que ça ne fonctionne pas. Bon bah comment faire autrement. Mais effectivement, ça ne résout pas tous les problèmes mais pour moi, tu vois,
le fait que pour moi ça part enfin si je dis qu'il y a pas de responsable mais si j'avais des boucs émissaires désignés, le fait que le terme comics ne soit pas apparu dans la communication du FIBD cette année, moi je l'ai toujours en travers de la gorge, alors que on a récompensé Monica et Night on the Lake. Effectivement, et ça c'est un truc aussi institutionnel. C'est là que je parlais de Dominion. Il y a un vrai mépris à mon sens de certaines institutions, de même mépris ou méconnaissance. Certains journalistes plus généralistes, on va dire, qui font très peu d'efforts pour mettre en avant au détriment de la qualité, parce que c'est pas un jugement qualitatif en général. Et même au niveau des œuvres engagées, tu vois, quand on parlait de Derv Backderv, justement, qui était un peu le grand champion toute catégorie avec Kent State de l'année où il est sorti, la plupart des gens qui l'ont lu, qui sont dans cette case France Culture, etc., je n'ai aucun grief envers France Culture, c'est pas des fans de comics, et pour eux, ils lisent pas un comics. Tu vois, les comics jeunesse, on sait que c'est un marché qui est peut-être plus difficile que la BD jeunesse en général. Pourtant, Snoopy, c'est du comics jeunesse. Garfield, c'est du comics jeunesse. Donald, Picsou, Mickey, quand on était gamin, on a tous lu alors bon, une grosse partie était faite en Italie, hein. Mais Don Rosa, c'est un auteur américain. Les Amants de la jeunesse de Picsou, c'est du comics jeunesse. Et c'est vendu dans les points relais, partout, même encore aujourd'hui. Vous allez à la gare, vous trouvez un trésor de Picsou, etc. Il y a des trucs trop bien. Ils font chez alors je sais plus comment s'appelle la boîte, mais j'ai pris le train ce week-end et il y avait plein de brochets de BD Mickey, Donald, de machin, mais en plus où ils font des efforts un peu sur les couves avec des vrais effets des vrais efforts de fab. J'étais à ça de craquer. Ah ouais? Ouais. J'ai juste feuilleté, et puis après j'ai vu le dessin, j'ai fait bon, c'est quand même pas trop, c'est plus trop ma cam et tout ça, mais franchement je trouve que c'est vrai, effectivement cette proposition existe toujours, elle est bien vivante. Tu sais que ça a rien à voir, mais quand tu vas en Angleterre, l'équivalent des points relais qui sont là-bas, il y a un rayon BD carrément, il y a un rayon littérature, il y a un rayon SF où il y a du Philippe Cadic et tout. Et en vrai, c'est con à dire, mais il y a beaucoup de gens qui achètent encore leur presse et leur papier comme ça. Et pour moi, c'est bien la preuve, justement, ce truc-là, qu'on a grandi avec des comics entre les mains sans le savoir. Et que, c'est pas un truc qui est si impénétrable que ça. Et même les super-héros ne sont pas du tout impénétrables. Mais ça, faudra vraiment un jour tout le truc de la continuité, qu'on mette les points sur les i, quoi. Pif, tu le lis, enfin. Moi, on parlait de Dragon Ball dans le dernier podcast, on a fait un lourd sujet. Il y a eu un mec qui avait demandé comment vous avez découvert Dragon Ball. Très peu de gens, se sont dit, je vais commencer par le tome 1. C'est un pote qui leur prête un tome, parce qu'ils voient les combats, ils sont genre incroyables. Moi, Dragon Ball, j'ai commencé quand Boo l'a de Vegeta. Si vous voulez, quand il l'entoure avec son espèce de chewing-gum, là, qui lui pète la gueule et qui à la fin il se sacrifie. Spoiler, je sais pas, j'imagine que non. Voilà. Et après, en fait, j'ai trouvé ça tellement cool, j'ai lu la suite que j'ai acheté avec les petits feuillets violets, là. Et après, je suis revenu en arrière, ma daronne m'a offert les double tomes. Voilà, c'est pareil pour le comics, vous prenez en cours de route et tout ce débat, en fait, c'est juste des gens qui ont la flemme de s'y intéresser. En vérité, si tu veux entrer dans le manga et commencer à voir qu'est-ce qui est vraiment important ou utile de lire, t'as des tonnes de mecs qui vont te répondre des trucs différents. Tu pourrais tout aussi bien te dire, le manga, il y a trop de trucs, c'est super long, les séries, One Piece, ça dure 100 tomes et compagnie. Voilà, oui, mais au moins, tu commences par le tome 1. C'est vrai. Pour le coup, par contre, oui, mais du coup, t'as pas 50 variations d'auteur sur Luffy. Tu vois, Luffy, c'est juste le personnage de Eiichiro Oda, et t'auras jamais le point de vue de Toriyama sur Luffy, par exemple. Donc ça pourrait être intéressant, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Bien sûr, ouais. Alors que Batman l'intéresse, et que t'as 40 000 auteurs qui le prennent différemment. Oui, non, c'est ça, et que que ce qu'on voit comme en fait, c'est des questions de point de vue, et surtout, cette façon, et c'est un truc qu'il faudrait vraiment complètement, tuer dans l'œuf maintenant, c'est cette façon de dire, qu'il faudrait démarrer les comics en sachant tout, et comme si c'était en fait un frein de pas tout comprendre ou de c'est pas, tu sais, c'est une lecture de BD, c'est pas un test universitaire, en fait. Il y aura personne qui va te poser des questions après pour savoir si et surtout cette idée préconçue, parce que en vrai, et encore récemment, mais où je lis certains récits sans avoir lu moi je connais pas toute l'histoire de Marvel et DC par cœur et tout ça, donc il y a plein de trucs que tu peux lire aujourd'hui, et si te manque une rêve et que tu l'as pas, c'est pas grave, ça va pas te gêner à la compréhension du récit, oui, quoi. Surtout qu'en général, tous les 2-3 ans, Marvel dit ok, bon, la continuité, et maintenant on va prendre tel personnage, on va le remettre à zéro. Vous n'avez pas lu le Daredevil de Zdarsky ou même celui de Miller ou de Sandy, on s'en fout, celui de Ahmed, il est très perméable. Ouais, non, mais ça, Daredevil est curé, maintenant il combat des démons, voilà, point. T'as rien besoin de savoir, en fait. Ouais, ou puis même, par exemple, là, j'ai relu le Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. Donc, tu t'en branles de comprendre, de savoir pourquoi Colossus était mort ou pas. Tu t'en branles, il des dessins, en plus. C'est moche, mais c'est pas grave. Ah non, c'est super beau. Oui. Mais Cassaday, t'es ouf, toi.
T'aimes pas? Je déteste Sean Kassem. Ah ouais, putain. Je pensais que tu kiffais. On aura ce débat un autre jour. Ouais. Mais voilà, mais je veux dire, c'est qu'il y a plein d'éléments, en fait, que tu peux ne pas comprendre et que c'est pas grave parce que personne ne va te faire chier après, quoi, en gros. Et voilà, il y a vraiment cette façon de dire, c'est trop compliqué, je trouve, qui, en fait, limite, est fait par des gens qui ont déjà, en fait, une certaine connaissance, qui sont frustrés, peut-être, de pas tout savoir au départ et qui, du coup, en fait, créent eux-mêmes des barrières qui n'existent techniquement pas. Ce qui fait, genre, bon, pour revenir sur le sujet, de toute façon, CAC 104 en fait faisait du 404 graphique seulement ça depuis 2 ans, puisqu'en fait ils sortaient quasiment plus de séries. Il y a eu Jonah qui était en comics, We Live parce que c'était en 2 tomes, voilà, t'as vu le premier tome Big Girls que c'était très pop et tout ça. Mais en fait, vu que ça faisait plus déjà toute l'année dernière, ils n'avaient publié que au format 404 graphique, c'était en fait assez naturel aussi pour eux de vouloir faire cette transition. De toute façon, ici, on s'appellera toujours First Print, votre podcast comics préféré et pas votre podcast graphique préféré. Voilà. Ça c'est dit pareil même dans l'intitulé sur les réseaux, c'est toujours podcast comics de référence. Bon, on va pas mettre podcast graphique de référence. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On ne va pas se cacher de ça. Corentin. Oui. Bon, il y a un peu de Godzilla là qui arrive chez Vestron de nouveau. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette dernière nouveauté qui a été annoncée? Oui. Je vais essayer de fouiller. C'est celui sur les monstres. C'est celui sur les monstres. Ah, tout à fait. Oui, Godzilla Legends. Ouais, Godzilla Legends qui s'appelait aussi Legends ou Rivals, je crois en anglais. Qui est une mini-série en fait en 5 numéros qui ne s'intéresse pas directement à Godzilla mais plutôt à ses différents adversaires, donc le bestiaire de la Toho. Voilà, une petite série anthologique, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour Rage Across Time ou Godzilla in Hell, parce que c'est un truc que fait beaucoup en fait IDW aux États-Unis. IDW? Oui, IDW. Aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils prennent le Godzilla, ils le confient à différentes équipes créatives. Alors pas toujours extrêmement reluisantes, hein, on va pas se mentir. Rage Across Time, c'était plutôt bien, il y avait du très bon niveau. Je crois même qu'il y avait du James Tocco, il me semble. Oui, tout à fait, oui. Et Godzilla in Hell, c'était beaucoup plus discutable. Il y avait vraiment des numéros qui étaient pas très jojo. Là, il y a un peu à boire et à manger, donc on a une composition avec Rodan, Titanosaurus, Edora et Kumanga. Arnaud, tu les connais tous par cœur, bien sûr. Bah oui. J'oublie Anguirus, évidemment. Anguirus qui apparaît dans exactement le deuxième film Godzilla. Bravo Arnaud, extraordinaire. N'hésitez pas à voir mon TED Talk sur Godzilla. Qui était encore à l'époque où il y avait vraiment l'influence de King Kong et où tous les monstres étaient juste des dinosaures. Et ça a très vite bougé. Enfin, tu me diras, Rodan, ça reste un pterodactyle aussi. Oui, bah oui, ça reste un Titanosaurus, c'est aussi un spinosaure. Voilà, c'est des dinosaures. Le Kumanga, c'est une araignée géante, donc ça fait aussi très King Kong en vérité. Mais bref, au-delà du magnifique et formidable bestiaire de Toho, on aurait aimé voir Mechagodzilla par exemple, voilà, je le dis, ou Megalon, ou voilà, ou alors enfin ce putain de crossover entre Godzilla et Gamera, faites-le au moins en format comics s'il vous plaît quoi. On l'a mérité, on l'a attendu toute notre vie quoi. Donc ça fait voilà des petites histoires. Malheureusement j'ai pas l'équipe créative en tête. Mais ça reste donc Godzilla qui est bien défendu chez Vestron. C'est pas des noms forcément très connus. Oui, c'est ça. Je pense ils mettent pas forcément les moyens. Après, il y a connu et pas connu parce que c'est quand même censé être une offre jeunesse. Hein. Donc peut-être que c'est des mecs qu'on connaît pas nous parce que on n'est pas sur ce secteur-là des comics jeunesse américains. Ouais, parce que Matt Frank, Jen Predzenkowski, John Vankins, Simon Gain, Mike Reich, Tony Parker. Fait la blague. Oui, j'ai fait la blague dans ouais, t'as fait la blague dans et Chris Mowry et A.J. Sue et Priscilla Tramontano. Godzilla pourra se balancer. Ah, il y a Dean Aspil quand même. Lui je connais. Moi, Matt Frank, je crois vraiment que je le connais aussi. Parce que Dean Aspil, il a fait du Black Hammer, non? Il a pas fait un truc sur Black Hammer? C'est bien possible ce que tu me racontes là. Ah mais oui, en plus j'avais lu ce numéro. C'est celui avec Kumanga, non? Écoute, je ne sais plus, mais il y a Rhonda Pattinson aussi qui est la coloriste de Kevin Eastman. Voilà. Ok, super. Et très bien. Et donc voilà, on rappelle quand même que Godzilla est en odeur de sainteté. Godzilla a piétiné les effets spéciaux américains aux Oscars et est reparti avec la seule statuette légitime de la soirée. Non, c'est faux, c'est sympa, Oppenheimer. En plus, j'adore le film, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que parfois t'as une mauvaise humeur. Je crois que j'ai trop envie d'énerver les gens. En fait, il faut que j'arrête de faire ça tout le temps. Bah oui, surtout que non. Bah oui, faut pas énerver les gens. Ne m'écoutez pas, je raconte que des conneries. Mais donc Godzilla va bien. Godzilla, Magnusson était formidable. Le nouveau film avec Godzilla qui a les cheveux roses arrive bientôt. Voilà, Godzilla s'est mis au bédo. Ah oui, ça par contre, ça a l'air vraiment nul. Il va combattre la planète des singes, enfin un spin-off de la planète des singes en géant. Ça va être si nul. Qui va probablement être le blockbuster le plus con de cette année. Enfin, remarquons parce qu'on va en parler tout à l'heure. Parce que bon, après, est-ce que The Crow c'est un blockbuster, je sais pas, mais voilà, face à Furiosa, face à Dune 2, face à la planète des singes, le reboot est quand même l'air plutôt sympa. Godzilla et Kong fument des bédos et combattent des orang-outans géants. Le cinéma va beaucoup mieux en 2024.
Et donc voilà, si vous aimez Godzilla, on rappelle que Vestron a une offre plutôt cool. Moi, j'irai pas forcément par ce tome-là en premier. Si Rage Across Time est encore édité ou Half Century War est encore édité, commencez peut-être par là. Il y a du bon stocko, il y a des bonnes références historiques. Il y a Hannibal qui traverse les Alpes pour aller savater la gueule à Rome. C'est très bien. Mangez ça. Voilà. Et donc, je dis n'importe quoi. Dynasty, elle a jamais fait de Black Hammer, mais je sais pas pourquoi ce nom me dit quelque chose, parce que tu confonds avec Dean Armstrong, peut-être, plutôt. Peut-être, ouais. Je crois que j'ai prononcé d'ailleurs à l'allemande sans le vouloir. Dean Armstrong. Ouais. Ouais, très bien. Et il y a aussi pas mal de Power Rangers qui débarquent avec la suite des intégrales. Et alors c'est parce que vous savez que Power Rangers en France a été compliqué. C'est Glénat qui avait d'abord tenté la série. Pardon, de Kyle Higgins. Ils avaient sorti 4 tomes avant de débrancher la machine, puisque ça n'avait pas pris. Et Vestron fait notamment tous les Power Rangers de Ryan Parrott. Ils avaient pris, quand ils avaient repris la licence, en fait, ils avaient démarré déjà en 2021, ça fait déjà 3 ans, par la scission qui avait été faite avec 2 séries, Mighty Morphin d'un côté et Power Rangers de l'autre, ce qui fait qu'il restait un trou béant en fait entre l'après 4e tome de Glénat et le début du premier tome, du tome 0 de Vestron qui amorçait tout ça. Et là, justement, avec les intégrales, en fait, ça va permettre de reprendre depuis le début et de boucher ce trou. Et justement, alors, pour ceux qui avaient déjà les intégrales Glénat, c'est maintenant que ça devient intéressant en 2024, puisque il y a les tomes 3 et 4 qui ont eu des dates de sortie. Ça arrive donc ce printemps-été. Et c'est là surtout qu'on va avoir la partie inédite encore des Power Rangers en France. Donc surveillez parce que les bouquins de Vestron sont pas forcément disponibles dans toutes les librairies. Donc faut soit passer par leur site, soit juste dites simplement à votre libraire, je voudrais ces albums qui ont été annoncés, est-ce que vous pouvez ils passent commande. Et ils font un super effort d'accompagnement d'ailleurs, parce qu'en fait c'est des tomes assez réguliers sur le site de Vestron. C'est très bien foutu, vous allez dans apparaître et vous voyez directement quand la suite va arriver. Ça c'est vrai, c'est vraiment cool. Et puis effectivement c'est quand même, pour rappel, la série Boom Studio des Power Rangers, ça prend la première génération et ça développe sur un temps très très long. C'est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Tom Waltz avec les Tortues, oui, en fait. Complètement, dans l'idée. C'est vraiment basé sur une série, alors que Waltz a pris à zéro le principe des Tortues. Mais effectivement, on développe vraiment très loin les personnages. Il y a des retournements de veste, il y a des personnages qui changent de camp et tout. Il y a donc Dracon qui est le clone, on va dire, de Tommy le Ranger Vert, la fameuse légende du Ranger Vert de la première génération de Power Rangers. Qui là mène la guerre contre les Rangers. J'arrête pas de vouloir dire les Tortues à chaque fois. Tu m'as influencé. C'est franchement une bonne lecture. Moi j'ai pas tout lu malheureusement parce que c'est beaucoup de tomes et on a beaucoup de travail. Mais dans mon souvenir c'était super cool et c'est alors étonnamment Boom Studio a eu une sorte d'influence sur l'industrie puisque beaucoup en fait des artistes italiens qui avaient été embauchés sur la série Power Rangers, dont Dan Mora notamment, ont après commencé à se répandre et cette espèce de coup de crayon super dynamique, super Simone Di Meo, on va dire, a vraiment une petite influence, que c'est des tomes assez acrobatiques, assez colorés, des couleurs très pop, très jolies. C'est vraiment de l'animation 2D de bonne qualité, quoi. Voilà, je vous conseille juste pour les dessins, c'est sympa. Yes, on pourra peut-être faire un retour sur les intégrales à partir. Capucci aussi fait du Power Rangers? Non, je confonds. À partir de la 3e, justement, la 3e inédite, je pense qu'on pourra peut-être en parler dans un back issue, à la limite, tu vois. Si ça te dit. En tout cas, une autre annonce aussi, c'est la collection Marvel Next Gen qui est toujours vivante chez Panini Comics, puisqu'ils ont annoncé une nouveauté pour cet été. Corentin, ça s'appelle Spidey. Va donc chez Spidey. Non, voilà, ça c'est pour les vieux. Si vous avez moins de 20 ans, vous ne connaissez pas cette référence et vous avez de la chance. Je pense que si les gens ont moins de 20 ans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de moins de 20 ans qui nous écoutent. Est-ce que vous avez moins de 20 ans? N'hésitez pas à nous le dire. Quand on a été boire un verre avec les auditeurs, il y avait des jeunes, sinon. On est vraiment écouté que par des vieux? Merde. Pas par des vieux, mais par plus que des 20 ans, quoi. Donc, Spidey, c'est une série de Robbie Thompson, qui date de 2016. Ou alors, je sais pas exactement pourquoi ça a été fait à ce moment-là, mais l'objectif, c'était juste d'avoir une petite série en plus qui reprenait Peter Parker à l'époque de sa première year one, on va dire, sa première année en tant que Spider-Man. Sa freshman year. Sa freshman year, tout à fait, absolument. En fait, voilà, il vient d'être mordu par l'araignée. Enfin, il vient pas d'être mordu par l'araignée. Il a été mordu par l'araignée. Et on redécouvre un peu ses premières aventures dans un ton un peu plus léger. Quoique, c'est pas une série, enfin, le classement de Marvel Next Gen, je le comprends, parce que ça peut parler effectivement à un collégien ou un lycéen, vu que il a un héros qui vit ce que lui vit au quotidien. Parce que c'est vraiment beaucoup de la vie du lycée, là. Mais ça est tout à fait lisible par un public adulte aussi, hein. C'est pas de la BD jeunesse qui se fout de la gueule du lecteur. On va donc accompagner Peter à l'époque où il est encore chez Tante May, à l'époque où il est amoureux de Gwen Stacy, où Flash Thompson le ridiculise régulièrement, avec les premiers vilains dans leur costume classique.
une rotation d'artistes, parce que c'est 3 artistes pour l'ensemble de la série en 12 numéros. Et c'est des bons artistes. C'est des bons artistes, pardon. Yannick Bradshaw, André Lima Aroro, voilà, de Generation Gone, effectivement. Et Nathan Stockman. Et Nathan Stockman. Donc voilà, c'est quand même une bonne proposition. L'intérêt du format Next Gen, si on n'est pas rebuté par les albums de petite taille, c'est le prix, évidemment, puisque c'est 14 balles pour quasiment 300 pages, je crois. Donc c'est quand même un bon rapport quantité-prix. Et un Spidey qui se lit du début à la fin, sans déplaisir. C'est du extraordinaire, mais c'est de la bonne. Ouais, c'est du souple à rabat, et quelque part c'était déjà un format poche avant qu'ils annoncent leur vrai format poche, puisque c'est du 15/23, ce qui sera exactement le format des fameux Marvel Pocket qui arriveront là assez prochainement. Tout à fait. Chez eux. Donc voilà, c'est pareil. Voilà, si tu veux lire du Spider-Man, je sais pas où commencer, prends un Spidey. Tu prends un Spidey, tu regardes, tu fais ok, j'ai bien aimé. Effectivement, le problème c'est qu'après tu sais t'as les runs de slot, tu peux lire plein de récits, c'est pas plein de récits auto-contenus. C'était Miyazawa aussi, je crois. Ouais, de Miyazawa, ouais, bien sûr. C'est super cool. Ça c'est cool. Si vous avez Spider-Man Loves Mary Jane, ou une ado ou même vous aimez les BD un peu jeunesse comme ça, n'hésitez. Franchement, c'est de la bonne rom-com soap opéra pour adolescents, c'est super cool. En plus, il y avait la collection des 60 qui aime bien les shoujo, voilà. La collection des 60 ans de Spider-Man qui avait plein de récits aussi par lesquels tu pouvais démarrer, et tu vois en fait que même les intégrales, au pire, si tu peux regarder une année, commencer un truc, tu t'en fous de pas avoir lu, Oui, puis moi j'ai envie de dire, limite, ne commencez pas par Dan Slott, parce que ça vous aurez probablement pas envie de continuer ensuite. Ouais, mais justement, par lequel tu commences. Par Straz. Si t'es adulte, on va dire, si t'es fan de Batman, tu commences par Straz. Ouais, mais t'as des récits complets aussi que tu peux faire. Ah oui, évidemment. Comme tu l'avais dit, il y a déjà eu des offres à prix cassé où il y avait plein de classiques qui avaient été réédités dans des styles et des tonalités différentes. Ils avaient fait un chasse de Kraven, je crois. Est-ce qu'ils avaient fait Big Time? Je sais plus. Ils avaient fait Spider-Man. Enfin, ils avaient fait plein de trucs qui se lisent très bien. Si vous avez vu les films Spider-Man, vous n'avez pas besoin d'en apprendre plus que ça sur le lore, hein. Après, il est mordu par une araignée, son oncle se fait tuer, voilà, au-delà de Straz, tu peux aussi commencer par Ultimate aussi, simplement, pour voir. Oui, tout à fait, oui. Pour voir le narratif, quoi. Straz, c'est plus pour avoir des perspectives de lecture un peu courtes, en fait, pour pas forcément vouloir te lancer dans. Par contre, si tu commences Ultimate. Oui, t'es parti pour quelques tomes, c'est sûr. Oui, t'en as pour un an ou deux à tout rattraper, quand même. 11 tomes à venir. Dans le format de poche, quoi. Corentin, on passe du côté de la VO, je crois. Yes, juste 11 tomes. Mais ça s'arrête avant Miles Morales? Ce sera toute la série Ultimate Spider-Man, quoi. Non, elle tient pas sur 11 tomes. Attends, c'est plusieurs centaines de numéros, la série. Et 11 tomes? Non, c'est pas possible. C'est 150 numéros. T'es sûr qu'ils font pas juste que Peter Parker? Si, mais oui. Oui, il y a pas Miles Morales dedans, c'est ce que je dis. Non, je pense pas, non. Oui, ok, voilà. Parce que sinon, c'est 11 tomes, c'est des gros tomes, quand même. De toute façon, oui, parce que le premier, c'est 12 numéros et ainsi de suite, quoi. Donc, oui, c'est des tomes à forte imagination, quoi. C'est des doubles trucs, quoi. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, moi, du coup. Qu'on passait du côté de la VO. Et de la VO, il y a eu quelques annonces chez Image Comics, notamment Plastic, Death and Dolls, donc le retour de ce duo créatif qui fait des comics à chaque fois complètement barrés, vinyle, plush, très gore. Et oui, c'est un peu leur gadget à eux, j'ai l'impression. Mais c'est trop bien. C'est parce que le style est trop bien, quoi. La comédie absurde et assez noire d'horreur. Donc on parle de Doug Wagner et Daniel Hilliard. Daniel Hilliard, tout à fait. Alors là, Plastic, Death Dolls, c'est une suite / préquelle à un autre comics qui s'appelait Plastic. Que je vous avais présenté, pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps, dans un coup de cœur de la rédac, donc sur Comics Blog en 2017. On avait tourné à Plat Rêve, à la librairie à Nantes, quand on faisait ces vidéos-là. Et voilà. Et j'avais présenté le premier numéro en disant que j'étais tombé amoureux de cette série, où on voyait un tueur en série, en fait, qui vivait avec une poupée gonflable. Oui, tout à fait. Voilà, c'est effectivement un bon résumé. C'était complètement con et c'était ultra violent, et donc vous le savez que. Absolument. Donc c'est Edwin, effectivement, qui est un tueur en série à la retraite, qui a trouvé l'amour dans la personne de Virginia, qui est donc sa poupée gonflable. Il est persuadé qu'elle communique avec lui, et que, enfin voilà, c'est un peu un Norman Bates, quelque part. Il va croiser la route d'une jeune femme qui a besoin d'aide et d'une sorte, dans le premier volume, d'un méchant qui va kidnapper sa poupée gonflable. Et du coup, Edwin se reprend du service. Donc là, c'est la préquelle, c'est l'origine, en fait. On découvre son premier crime, que tous les gens qu'il a tués et autres trucs super légers. Et donc, c'est la rencontre qui va changer sa vie avec une poupée gonflable. On sait pas trop, est-ce qu'il l'a acheté, est-ce qu'il l'a trouvé, est-ce qu'on lui a prêté, qu'il l'a pas rendu, ne faites pas ça, ou poupée gonflable de vos copains. Mais du coup, voilà, c'est cool parce qu'effectivement, Wagner et Hilliard, ils ont ce style
qui ne se démodent pas, on va dire, parce qu'ils sont toujours aussi starbés. Il y a quand même vraiment un côté fétichiste, parce que Plush, c'était déjà un peu le même concept, des espèces de Happy Tree Friends, des peluches trop mignonnes qui en fait sont des monstres. Il y a toujours ce rapport un peu jouet, un peu sang, un peu horreur. C'est pour un public particulier. Si vous avez le cerveau tordu d'Arnaud, vous devriez être convaincu. Il est très bien, mon cerveau tordu. Au niveau du graphisme, c'est plutôt du comics classique, on va dire. Il y a un petit côté Philister dans les structures de visage un peu cassées. C'est du sang un peu plus à la Ryan Otley pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je sais pas comment on va dire. Des fois, quand les mecs font des scènes gore dans les comics, ils ont tendance à juste résumer ça à une gerbe de sang, ou alors à une silhouette en ombre dont on voit la main tranchée. Si vous voyez Invincible, par exemple, à l'inverse, lui, quand Invincible se pète la main contre un adversaire trop puissant, on voit bien les doigts qui partent en snard et tout. Là, c'est plus tout ce côté-là. C'est de l'horreur un peu jubilatoire, où en fait, on t'explique bien que les corps sont des sacs à sang, et que, si on peut s'amuser à les percer, c'est cool. Donc, voilà, n'hésitez pas à y aller, si, encore une fois, vous avez des goûts bizarres. Merci Corentin. Autre produit. T'aurais pu faire cette partie sur moi, en fait. Ah, non, mais je te laisse parler aussi, un petit peu. C'est agréable, ça, merci. Sur la partie VO, c'est quand même plus ton dada aussi, quoi. Forcément. Donc, mais justement, dans les autres propositions, du western grindhouse avec Falling in Love on the Path to Hell de Jerry Duggan. Oui, absolument. De Jerry Duggan et, Gary Brown. Ouais, je l'ai. Pas forcément le meilleur artiste, mais les premières planches sont quand même très jolies. Bon, ça va, Brown. Ouais, il a fait du bon et du moins bon. Catwoman, c'était sympa et tout. Non, ça, c'était pas Gary Brown, ça. C'est un autre Brown. Ah, non, c'était un autre. Peut-être Jerry Brown. Il y a plein de Brown, en fait. Et c'est pénible. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Falling in Love on the Path to Hell. Falling in Love on the Path to Hell, en fait, c'est donc un western grindhouse qui veut tout dire et ce qui veut rien dire. Pour celles et ceux qui voient vraiment pas de quoi on parle. C'était Gary Brown, hein. Sur Catwoman Eternal, c'était Gary Brown. Ah oui, Eternal, oui, d'accord. Tu me fais peur. Mais c'était bien cette période, tu sais, la période de Selena Kyle, reine de la mafia et tout ça. C'était lui déjà, ça? Bah ouais. Ça ressemble pas du tout pour le coup, mais très bien. Bah tant mieux pour Gary Brown. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave, je suis très fatigué, donc je cherche mes mots. Alors pour résumer, le grindhouse, qu'est-ce que c'est? Le grindhouse, en fait, c'est une sorte de néo-mouvement de reprise de très vieux films des années 70, on va dire, qui étaient en fait considérés comme des films de série B, des films d'exploitation. On connaît tous la carrière de Tarantino, il fait 3 films de gangsters, après il migre vers Kill Bill, et là du coup il va faire 3 films de genre, et rester installé dans le western jusqu'à le déconstruire dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc ça, en fait, les Kill Bill 2 et Boulevard de la Mort, c'est des films grindhouse. C'est-à-dire que c'est des films qui prennent dans le tissu créatif et culturel des années 70, des films de gare, on va dire, des midnight movies, des films de genre qui étaient passés dans les salles de quartier et qui coûtaient pas cher, en fait, à distribuer. Des films aussi d'horreur. Voilà, c'est en fait une période qui est très fertile pour le cinéma d'horreur à petit budget et très gore. Des films de kung-fu, des films de western, effectivement, voilà, pareil, tournés à petit budget ou alors importés d'Italie ou d'Espagne. Voilà, ça, c'est le grindhouse. En fait, c'est des films qui sont de mauvais goût, mais que on peut reprendre dans le présent en poussant justement ce côté mauvais goût pour en faire une esthétique, pour en faire en fait un truc qui est et comique et hommage, comme Machete. Voilà. Et donc, Jerry Duggan a dit, ce sera ma lettre d'amour à Tarantino et au cinéma grindhouse. Je vais faire en fait l'histoire de, on est en 1870, donc le Japon féodal s'est terminé, l'ère Edo commence, ou l'ère Meiji, je sais plus. L'ère Meiji, oui voilà, commence, et il reste une samouraï qui veut pas déposer les armes parce que après cette période-là, on a interdit le port d'armes au Japon. Et donc cette guerrière-là, elle va tomber au combat plutôt que d'accepter de mettre fin à sa guerre sans fin, etc. Et en parallèle, à cette époque-là aussi, c'est la fin du Grand Ouest sauvage, puisque les États-Unis ont plus ou moins conquis ce qui restait à conquérir en Californie. Et donc, un dernier pistolero, qui était, pareil, inscrit dans un scénario très classique de film de vengeance, se fait buter les armes à la main. Et en fait, l'un et l'autre vont se réveiller aux enfers, dans une sorte de purgatoire qui est réservé aux grands guerriers, justement, qui sont morts sans avoir accompli leur quête. Et ils vont tomber amoureux, et ils vont affronter, en fait, d'autres gens qui sont piégés là avec eux. Donc on explique qu'il y a une référence à Lost, puisque, spoiler alert, je suis désolé pour le coup, mais en même temps c'est un peu du domaine public aujourd'hui. Lost, en fait, l'île, c'est le purgatoire, parce que voilà, et les débats sont bienvenus dans les commentaires sur ce sujet. Donc là, voilà,
Pardon. Oh là. Voilà, désolé. Oh là là. Mais Voilà, les pollens, c'est le karma. Quand tu spoil Lost, 20 ans après sa diffusion, et ben, tu as la voix qui s'en Damon Lindelof me prend une petite poupée vaudou et me tape dans la gorge avec une aiguille. Et tiens, salaud. T'as spoilé Lost, alors qu'en plus, la fin, elle a beaucoup de sens et elle est tout à fait prévue depuis le début. Tu sais que je pourrais jamais avoir ce débat avec toi parce que j'ai jamais terminé cette série. Mais je peux comprendre. Moi, j'ai mis très longtemps. Au bout de la saison 5, tu vois, après j'abandonne. Ouais, c'est celui avec Elon Musk, là, enfin, c'est quand il commence à faire les flash forward. Ah ouais, bah, beaucoup de gens ont eu du mal à partir de là. Mais on aura ce débat avec Manu, surtout, qui lui, pour le coup, est un énorme fan de Lost. Et je respecte Manu et sa vision et son point de vue. Donc, coucou Manu, si tu nous écoutes. Donc, voilà. On va dire que c'est un peu un pitch, très rentre dedans. Moi, c'est plutôt l'histoire d'amour qui m'intéresse parce que, évidemment, sinon, ça va juste être... Mais quelle saveur, du coup, le pitch? Après, on n'a pas les mêmes goûts. Moi, je dirais là, plutôt, c'est un petit pitch, non, myrtille. Ah non. Non, mais moi, framboise, je suis pas un extraordinairement fan. Hein. Mais tu sais que myrtille, j'aime bien, par contre. C'est bien. Ça existe pas. Ah si, mais ça existe. Bon, tout existe en pitch. Mais non, il y a pitch fraise. On a réussi à trouver les pitch framboises. Il y a les pitch framboises avec le sucre glace dessus. C'est pour ça que c'est le meilleur pitch, tu vois, parce qu'il est garni, il y a de la générosité. Pour le diabète, c'est sûr que c'est. Non, mais bien sûr. Après, t'as le pitch pépite de chocolat et le pitch avec chocolat Nutella à l'intérieur, tu vois, plutôt. T'as le pitch fraise, et après, quand tu vas vers les pitch vraiment pas bons, c'est pitch orange et pitch nature, quoi. Enfin, pitch orange, c'est super bon, t'es ouf. Mais non, pitch nature, pitch orange, c'est le dégueu. Pitch abricot, là, ça, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est hyper bien. Mais non, tu vois, on n'a pas tous les mêmes goûts, voilà. Oui, mais c'est mon échelle. Toi, t'aimes la surdose de sucre. Mais vu que c'est moi qui ai introduit la notion du pitch, avec ces blagues, c'est moi qui décide de l'échelle de gradation des pitchs, tu vois. Mais moi, je milite auprès de Pasquier pour qu'on crée un pitch à la myrtille, parce que c'est hyper bon, les myrtilles, et c'est excellent pour l'estomac. Donc ouais, voilà, si on devait donner une note en pitch, personnellement, ce serait plutôt abricot, parce que j'aime bien l'abricot. Si c'était Arnaud, je dirais que ce serait plutôt fraise, parce que y a pas forcément de quoi s'emballer, tu vois. C'est une histoire, tu la prends de l'extérieur, ça ressemble beaucoup aux comics de genre qui se faisaient chez Image il y a encore 15 ans, tu vois. Le côté, on va mélanger un flingueur et une samouraï, ils vont buter des mecs, et bon, voilà, ça fait un peu... Ça fait un peu les vieux comics de Rick Remender, en fait, avant qu'ils percent vraiment avec Black Science. Moi, tel quel, là, je suis surtout confiant parce que c'est Jerry Duggan, parce que les planches sont jolies. Duggan qui sort quand même d'un très 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 gros run sur les X-Men. En fait, c'est simplement, ça a été le deuxième architecte canonique des X-Men dès que Hickman est arrivé. Il est resté, c'était Marauders, je crois. Il est resté assez longtemps avec Kieron Gillen pour faire tout Krakoa, et en fait, même chez Marvel, c'est devenu l'une des têtes qui compte. Moi, je le répète souvent, son Deadpool, je pense que c'est un peu le seul Deadpool sérieux, passablement sérieux, on est d'accord. Mais apprécié aussi. Il mérite d'être lu. Ouais. Donc c'est un très bon auteur. Il a pas fait, en fait, ça recommence, mais je t'ai rien fait Damon Lindelof, là, laisse-moi tranquille. Il a pas fait tant de créa originales que ça, en fait. Il est très occupé chez Marvel aussi, donc. Il avait fait un duo de projets qui s'appelait Dead Eyes, Dead Rabbit. Oh ouais. Ça s'appelle l'artiste, ce truc-là. John McCrea. John McCrea, exactement, qui était plutôt sympa. Après, il a fait quasiment tous ses projets indés sont chez Image, donc je pense qu'il est pote avec Eric Stephenson, mais il en a quoi, 5 ou 6, quoi. C'est pas énorme pour un mec qui a une telle carrière. Donc, là, on peut imaginer que c'est une petite pause pour lui, une sorte de respiration en parallèle de ce qu'il fait justement chez la Maison des Idées. Moi, je suis toujours curieux quand un mec qui a fait beaucoup de super-héros s'autorise une sorte d'incartade comme ça. C'est généralement là qu'il va déverser un peu les trucs qu'il a pas pu faire ou les trucs qu'il a les moyens de faire quand c'est en indé. En plus, lui dit que c'est vraiment une déclaration aussi d'amour à ce qu'on peut faire en indé. Il dit, il y a que chez Image que j'aurais pu faire cette série-là. Ce qui sous-entend qu'il y aura peut-être, une violence graphique, peut-être du sexe, j'en sais rien. Donc voilà, c'est cool. J'aime bien Jerry Duggan, c'est un bon gars. Très bien, Corentin. Toi, ça te chauffe un peu? Ouais, chauffe, western, toujours client pour un peu de western. Donc, et en plus, avec ce côté un peu, comme tu disais dans ton titre, Grindhouse, enfin, tu sais, ce côté western de genre, vraiment, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime aussi, quoi. Il y a pas mal de propositions dans ce genre-là qui m'ont fait plaisir. Je trouve que ça se répondra bien. Tu lis John X, toi? Avec, oui, déjà. Mais j'en ai lu un peu du John X, mais effectivement, j'ai clairement pas tout lu là-dessus, mais en termes de dispo, en VF, il y a rien. Ah oui, non, il y a rien. Le Star Western de Palmio Tigre, c'est introuvable. Ouais, faudrait, je sais même pas si c'est encore réédité en VO par DC. Non, ce que je dis, c'est introuvable, ça c'est pas vendu du tout. Enfin, pas assez pour être très vendu. C'est hyper bien pour le coup, si vous pouvez les trouver quelque part. Le Star Western, ça déchire. Et John X, c'est le meilleur. Et autre annonce en indépendant aussi, alors c'est un peu de la licence, parce que c'est dans le cadre d'un accord entre Dynamite et Hanna-Barbera, c'est le retour de Johnny Quest avec Joe Casey à l'écriture. Il continue en fait de faire des grandes relances donc de ces titres qui avaient déjà eu des grandes relances chez DC, il y a la décennie passée. Triste mémoire. Bah non, parce que le Johnny Quest, c'était avec
ce dessinateur qui a fait du Shazam aussi pendant Convergence, tu sais, qui est Evan Shiner, ouais. Evan Shiner, pardon, ouais. De mémoire, c'était Evan Shiner. Non, c'était Jeff Parker et Evan Shiner. Donc c'était aussi une bonne équipe créative. Il y avait des bonnes équipes créatives. Il y avait un style très Cook. Ghibli, je crois. Non, et je me demande s'il n'y avait pas des couvertures par Cook parce qu'il était encore en vie à ce moment-là. Quest, c'est probablement le personnage le plus facile entre guillemets pour. C'est l'aventure, quoi. Cette génération, voilà, de fans de pulp et tout. Moi, je me souviens quand même que le Scooby-Doo et le Wacky Races, enfin les fous du volant, étaient quand même bien pourris. Oui. Mais pas lu plus que ça, je pensais plus à en fait c'était plus celui-là qui c'était Future Quest même d'ailleurs qu'ils appelaient ça. Oui, mais t'as raison. Mais putain, bien sûr, Future, oui, tout à fait. Où il était adulte pour le coup. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs de Laisser Planète, tout ça. Donc Jonny Quest, c'est quoi? Donc Jonny Quest, effectivement, c'est du pulp, c'est-à-dire du pulp classique, de l'aventure avant les super-héros. C'est-à-dire qu'on comprenait le monde de l'aventure avant que Batman et Superman ne décident qu'il y a en fait des mecs très puissants qui bottent des culs. Donc c'est-à-dire que Tintin, par exemple, c'est du pulp. Et c'est pas sujet à débat, hein, je tiens à le dire tout de suite. Tintin, c'est du pulp, point. Doc Savage, c'est du pulp. Alan Quatermain, c'est du pulp. Enfin, grosso modo, tout ce qui s'est fait un peu entre le début des années 1900 et le milieu des années 40, tous ces récits, en fait, d'îles aux monstres, tous ces récits de scientifiques très en avance sur leur temps, qui ont déjà découvert le voyage spatial. Jules Verne, c'est la matière principale du pulp. Et généralement, ça renvoie à des codes de héros plus légers, parce que c'était quand même de la littérature qui était avant tout destinée à la jeunesse. On parle bien de littérature plus que de BD, hein, évidemment. C'était des feuilletons radio aussi qui étaient plus pour la famille, ou qui étaient l'équivalent, en fait, des programmes télé pour gamins d'aujourd'hui, quoi. Donc, je suis désolé pour ma gorge, vraiment. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué, hein. Voilà, je vais aller me prendre un petit jus de pomme, de jus d'orange, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, Jonny Quest, c'est un peu, on va dire, si vous avez lu Tom Strong, c'est un peu le gamin de Tom Strong. Voilà. Donc, il voyage à travers le monde avec sa petite équipée, son papa, son garde du corps, son toutou, son frère adoptif, et voilà, ils vont résoudre des enquêtes, souvent archéologiques. Ils vont sur des volcans, sur des îles où il y a un volcan en éruption. Il y a des vilains scientifiques qui se mettent sur leur chemin, etc. Enfin, c'est très, voilà. C'est Indiana Jones, c'est Spielberg, c'est Amblin, c'est vraiment de la fiction à l'ancienne. Et comme tu l'as dit, effectivement, Hanna-Barbera, en fait, c'est associé avec le Warner Bros. Consumer Group Products. C'est en fait ceux qui gèrent les licences Warner Bros. Donc, c'est les mecs, en fait, qui font de la gestion. Donc, ils vont, par exemple, appeler Nike et qui vont dire, est-ce que tu veux faire une collection de basket Batman? Voilà comment ça se présente. Et probablement pour ne pas justement rééditer ce qui avait été fait à l'époque de DC Comics, ce groupe-là, il a décidé en fait de faire travailler au sens économique du terme les personnages Hanna-Barbera en se tournant vers Dynamite, qui eux sont des spécialistes des comics à licence. Hein. Quasiment tout le catalogue Dynamite, ils ne possèdent pas les droits. Ils font que sous-traiter les droits à d'autres trucs, ou alors ils prennent des personnages qui sont libres de droits depuis quelques années maintenant. Donc là actuellement, on a eu la série Thundercats qui a commencé. Il y a la série Space Ghost. Très gros lancement aux États-Unis à Thundercats. Il y a eu des belles variantes en plus. Hein. C'est des clans de Chalvet en plus, donc. Ouais. Oui, en plus c'est qu'ils font en fait venir des bonnes équipes créatives pour une fois. En tout cas, des gros noms. Ouais. Dynamite sont quand même connus pour être un peu. Ils ont été des très bonnes séries depuis toujours. Hein, genre ils ont The Boys. D'ailleurs, tu disais qu'ils faisaient que la licence, mais ils ont eu The Boys quand même. Ils ont eu The Boys, oui, mais ils ont eu The Boys parce que Garcenis s'est barré. Donc, oui, voilà. Mais voilà. Non, mais ils ont plein de. Moi, j'aime bien Dynamite. Genre, je lis beaucoup de leurs séries. Red Sonja, c'est bien. Vampirella par Christopher Priest, c'est génial. Mais c'est vrai qu'en général, les artistes sont un peu faiblards. Alors que là, ils font venir quand même du beau personnel. Donc la série Jonny Quest, c'est Joe Casey au scénario et Sébastien Pieritz. Merci Arnaud. Sébastien Pieritz au dessin. Ils vont faire un lancement pareil. Je pense qu'ils sont un peu ragaillardis par le lancement de Thundercats, puisque là, ils se donnent un peu plus les moyens. Déjà d'embaucher Joe Casey, qui est pas un mec qui coûte 0 centime. Et ils font un lancement en Free Comic Book Day. Donc ils vont faire un petit fascicule de typage qui sera l'introduction de la nouvelle série Jonny Quest. Joe Casey, donc c'est un super scénariste qui a fait Sex, qui a fait The Bounce, qui a fait Butcher Baker, The Righteous Maker et son fils Junior Faker. Enfin Butcher Faker, je crois. Non, Junior Faker. Qui sont deux très bonnes séries qui n'ont rien à voir, mais qui sont dans le même univers. Et effectivement, voilà, c'est quand même assez cool de se dire que Dynamite a bien conscience qu'ils ont enfin trouvé leur créneau, puisque c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils font des séries sur des personnages oubliés ou poussiéreux comme le Green Hornet, comme le Green Hornet, comme The Shadow, comme les Masques à l'époque ils avaient fait du Zorro, enfin bref, tous ces personnages-là qui datent vraiment des années 30. Jonny Quest c'est évidemment fait pour eux, Hanna-Barbera c'est évidemment fait pour eux, parce qu'en fait il y a plus de dessins animés Hanna-Barbera dans le présent, en tout cas pas sur ces personnages-là. Warner Bros c'est plutôt quoi faire de ce catalogue et qui
parle à beaucoup de gens, puisque beaucoup de gens sont nostalgiques en fait de cette période où on avait Boomerang et Cartoon Network et où on regardait les vieux dessins animés à la Barbera comme Les Fous du Volant, qui est une série animée extraordinaire, ou son spin-off, ou même son antépisode, Satanas et Diabolo, qui sont en fait des pilotes pendant la Première Guerre mondiale qui courent après le pigeon qui envoie les infos aux Alliés. J'adore Satanas et Diabolo. Diabolo pardon. Je te laisse, mais merci, parce qu'en fait Arnaud est sur son ordi, donc je peux dire ce que je veux, il ne nous interrompra pas. Voilà. Il est en train de chercher un boulard brésilien, je sais pas. Donc portugais, pardon. Alors il parle la même langue, mais voilà, on confond souvent les deux. C'est pas le même pays. Donc voilà, moi j'attends justement une série Les Fous du Volant ou une série Scooby-Doo, pourquoi pas en vrai, si justement là il déploie quand même des vrais grands talents de l'industrie. Mais le Scooby-Doo un peu horreur là, machin, c'était pas, ça va, c'était marrant, tu vois, à l'époque. Non, c'était pourri. Non, franchement, c'était pourri. Bon, ok. Scooby-Doo, il parlait en emoji, je crois. On a un truc, c'était ridicule. Non, moi j'avais un bon souvenir. Non, c'était mauvais, tu te trompes. Ok, bon bah effectivement. Mais le dis plus, hein, parce que sinon je te cogne. Eh ben merci. Eh ben on va pouvoir passer du côté de la seule news. En vrai, je m'en souviens pas du tout. Hein. Je trouve que c'était bien. Mainstream de cette partie actualité comics VO, avec quand même la grande annonce pour la relance des X-Men qui aura lieu à l'été 2024, puisque il y aura un ensemble de 9 titres qui vont être publiés cet été. Mais il y a les 3 premiers qui arrivent, donc les titres principaux, qui sont les titres d'équipe, avec donc une série X-Men, une série Uncanny X-Men et une série c'est Extraordinary X-Men, non, Exceptional X-Men. Donc il y a les X-Men un peu Uncanny, je sais plus ce que ça veut dire en dérangeant. Ouais. Familier mais dérangeant. Bah ça c'est parce que toi tu penses à l'Uncanny Valley, ouais, c'est plutôt bizarre juste en fait, c'est juste bizarre. Les X-Men sont bizarres. Les X-Men bizarres et les X-Men exceptionnels. Ouais. Alors plus important peut-être. Les équipes créatives. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Il y aura la série X-Men principale qui est offerte à Jed McKay, qui confirme en fait il va être sur les Vengeurs en même temps. Bah ouais, normalement ouais, j'imagine. Ouais. C'est ouf quand même. Qui va rester. Ouais, c'est sa montée en grade. Hein. C'est jamais arrivé ça, si. Hein? Qu'un mec ait les X-Men et les Avengers en même temps. Bah je sais. Bendis peut-être. Bendis, ouais, non, parce que AVX. Non. Ouais, peut-être, t'as raison. Je sais pas s'il était. Je sais pas non plus. Je sais plus, j'ai plus souvenir. En tout cas, ça veut dire quand même, ça devient le Capitaine Marvel, quoi. Bah ça se voyait de toute façon qu'il montait en grade de plus en plus. Hein. Effectivement, il a commencé par des plus petites séries, par du Black Cat, par du Moon Knight et tout ça. Et puis, si. Une petite série Moon Knight. Eh oh. Bah. L'événement Blood Hunt. Years in the Making. Mais non, mais. La Midnight Mission, Arnaud. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire quand même. Oui. Moon Knight, c'est avec tout l'amour qu'on lui porte, ce n'est pas la locomotive de Marvel, donc il était plutôt sur des séries un petit peu à part. Puis d'un coup, effectivement, paf, on lui confie le relaunch des Avengers après le passage de Jason Aaron. On lui dit aussi, vas-y, bah du coup, tu t'occupes de Blood Hunt, fais l'event avec Pepe Larraz là, avec les vampires à la con. Et puis, dans la foulée, on lui dit, bon, bah en fait, tu vas aussi reprendre la série X-Men principale, allez, banco. Bon, évidemment, Avengers et X-Men, ils vont refaire un AVX aussi d'ici peu de temps, vu que les X-Men ne sont plus dans leur enclave Krakoa. XVA. Ouais. Je suis sûr qu'ils en sont capables. Après, j'ai envie de dire, ils ont fait Axe il y a pas si longtemps que ça, où il y avait le titre vraiment AXE. Ouais, oh, mon Dieu. Donc techniquement, ce serait peut-être un peu trop, mais vu qu'il y a le même scénario sur les 2 titres, quand même. Non, mais c'est sûr qu'ils vont le faire. Enfin... Ouais, ça me paraît un peu. Mais ce sera peut-être AVXs, tu vois, parce qu'il y a les trois équipes X-Men en fait, donc ce sera un truc un peu. Alors, Exceptional Avengers. Ouais. Bref, donc alors Arnaud, avec Ryan Stegman au dessin. Ryan Stegman, c'est bien. Il a posté les premiers designs sur Instagram. Ça a l'air sympa. Il y a un vieux Magneto trop stylé qui est en costard et tout. Pourquoi pas? Mais en fait, les synopsis sont pas du tout évidents par rapport à ce que ça va raconter. Ça va? Qu'est-ce qu'il a, le jus d'orange? Il t'étouffe? C'est vraiment du jus d'orange. On n'a pas mis de la vodka dedans, promis. Les synopsis ne racontent pas grand chose de l'état des choses, enfin, des lieux actuellement. Faut pas spoiler non plus la conclusion de l'ère Krakoa, en fait. Surtout que c'est pas fini, donc voilà. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, on sait pas ce qui va se passer dans l'entretemps, quoi. Ce qui va se passer, Krakoa va s'effondrer, Orchis va perdre, mais voilà, c'est... tu sais pas dans quelle mesure. Je ne sais pas dans quelle mesure. Ça, justement, il y a un des synopsis, je crois que c'était pour Uncanny, qui disait qu'en fait, ils étaient à nouveau traqués par pas mal de monde et tout. Déclarés hors la loi, ouais. Voilà, déclarés hors la loi. Parce que forcément, pour détruire Orchis, ils vont devoir faire des choses que la loi réprouve. Ouais.
Et vu qu'ils s'en prennent à des humains, ou alors Archie les fera passer pour oui, comme d'hab, quoi. Voilà. Mais enfin voilà, moi donne toutes les équipes créatives peut-être parce que ouais, puisque donc la deuxième équipe, donc Uncanny X-Men, c'est Gay Simon, ça c'est très très cool de la revoir sur un projet de long terme. Longtemps qu'il a plus d'ongoing, elle. Bah parce que c'était The Variant, c'était le reproche que je lui disais. The Variant, ça aurait pu durer facile le double ou le triple, ça aurait été vraiment super sympa d'avoir un truc sur 15 numéros, 20 numéros. Mais bref, une série alias par Guy Simon, les gars, j'ai pas voilà, Marvel, décidez-vous à la fin. Et David Marquez qui revient chez Marvel après son passage chez DC Comics, vu que Bendis n'est plus chez DC, il a plus de raison d'y être non plus. Sachant que je suis un peu mauvaise langue parce que Marquez avait fait le sympathique Batman Killing Time avec Tom King, donc il a pas fait que avec Bendis, mais c'est sympa, c'est très dispensable. Mais si t'aimes Tom King, c'est plutôt un exercice. J'aime Tom King. C'est un sympa. Bah voilà, c'est dispensable, mais c'est sympa. Les deux termes ne sont pas antinomiques. Ok, ouais, j'avoue que c'était un argument tout à fait entendable. J'espère. Typiquement le comics. J'aimerais vraiment bien que dans un prochain débat pour des élections présidentielles, en fait, t'auras Macron, il va dire un truc, tu vois, et puis en face, t'auras l'autre candidat qui fera. Et l'opinion fera. Ah oui, bah oui. J'ai le copyright, il peut pas. Il doit l'argent, c'est ma citation, je l'ai fait déposer à l'INPI. Donc, faudrait tout régler comme ça à l'Assemblée nationale. Allez, on va. C'est une perte de temps, Killing Time. Bref, et le troisième titre, ça s'appelle Exceptional X-Men. C'est exceptionnel. C'est inédit. Parce qu'on a eu des Uncanny X-Men, on a eu des Extraordinary X-Men, on a eu des Astonishing X-Men. On a eu des Extreme X-Men, mais on n'a jamais eu d'Exceptional X-Men. C'est vrai, ils n'ont jamais été exceptionnels jusqu'à aujourd'hui, quoi. Incroyable. Et on pourra dire que tous les autres X-Men sont pas exceptionnels. Ouais. Et par contre, donc c'est Yves L. Ewing au scénario, et Carmen Carnero au dessin. Ouais, une équipe féminine du coup. Eve Ewing, c'est bien elle qui a pris les Black Panther là. Tout à fait, ouais. Ouais, je suis pas très fan de son style. Carmen Carnero qui était sur Captain Marvel, par contre c'est une très bonne dessinatrice. Là il s'agit de créer de nouveaux héros, donc d'où le côté exceptional. C'est en fait il y a 3 je crois nouveaux X-Men qui apparaissent. C'est l'une des rares séries sur lesquelles on a vraiment des informations. Ouais. Et Kitty Pryde. Qui est rentrée à Chicago parce que déjà elle est pas morte, première nouvelle, et en plus il y a plus Krakoa, donc faut mieux qu'elle rentre à Chicago, veut en fait mentorer et tutorer ces jeunes mutants / mutantes, et Emma Frost aussi apparemment, donc il va y avoir une sorte de baston de mentor. Alors je sais pas exactement quel est l'enjeu de la série ou ce que ces X-Men là ont, enfin ces mutantes là ont d'intéressant. Ils sont exceptionnels apparemment. Ils ont l'air exceptionnels. En tout cas, c'est écrit sur la couverture et moi, je crois Marvel pour ça. D'ailleurs, Amazing Spider-Man, il est amazing. Tu vois, c'est pas de la connerie. C'est vrai. Incredible Hulk, c'est vrai, c'est incroyable. Personne ne devient vert dans la vraie vie. C'est incroyable. Voilà, j'y crois pas. Donc, par contre, Iron Man n'est pas invincible. Et ça, il faut qu'on en parle. C'est de la connerie. Thor est bien mighty, par contre. Je peux durer très longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Black Panther, il a pas de truc, Miss Marvel, c'est quoi déjà? Magnificent? Tu m'écoutes plus du tout, en fait, toi, là. Tu sais qu'on fait un podcast. Oui, pardon, mais c'était quoi ta question? Non, rien, c'était une connerie, mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, moi, je suis curieux. Je sais pas si, les équipes créatives, j'ai rien de compte, non, je les trouve que c'est plutôt des noms intéressants. Après, ils ont aussi annoncé les autres séries qui arriveront. Bon, on savait déjà que Wolverine arriverait parce qu'il y aura Greg Capullo dessus. Ouais. Il y aura du Phoenix et du Storm, c'est bizarre, ça, du Phoenix, j'imagine qu'ils veulent juste dire Jean Grey, mais... Oui, j'imagine, oui. Mais bon, très bien. Il y aura X-Factor et X-Force. Ça, oui, plutôt attendu. Évident. Et par contre, le dernier titre, c'est Nyx, NYX. Je sais pas comment oui, ça c'est se dit. Un personnage des X-Men qui a déjà eu droit à plusieurs séries. Il y avait aussi une série du même nom de Joe Quesada en 2003. En fait, c'était des adolescents mutants qui étaient en fuite, et ça se passait dans New York. Et c'est pour ça que ça s'appelait. Sachant que là, ça a l'air d'être vraiment NYX, d'être un anagramme. New York X-Men, ouais. Ouais, un truc comme ça, quoi. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus ça. Ah oui, mais t'as carrément raison. Non, c'est moi qui confondais avec autre chose. Il y a aussi eu un volume en 2021 par Christos Gage, ou c'est le même? Non. Attends, je sais plus trop quoi, mais voilà, c'est quand même le titre où là par contre j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être, quoi. Bah moi non plus du coup, mais ton idée me paraît bonne.
Le côté, effectivement, New York. Elizabeth Nixon, c'est ça. NYPD. Bon, on verra. De toute façon, ça, on n'a pas les détails de l'équipe créative pour le moment. Moi, globalement, enfin, c'est une meuf qui me paraît sans prise de risque, on va dire. Il n'y a pas vraiment de surprise à l'horizon. C'est plus Jed McKay, vraiment, je m'interroge. On sait que c'est déjà beaucoup de travail d'écrire les Avengers à la cadence que ça impose, avec l'éditorial que ça suscite. Là, pour Blood Hunt, il y a qu'à voir, hein. C'est 6 numéros, Blood Hunt, avec 53 tie-in. C'est quand même incroyable. Pour Jed McKay, c'est des réunions à faire, mais alors du coup, pour ton histoire, qu'est-ce qui se passe à tel endroit du Wakanda et tout. Donc voilà, on a vu que ça a écrasé Jason Aaron, qui était au demeurant un bon scénariste avant de faire les Avengers. Que la plupart, en fait, des mecs qui prennent des rôles comme ça de commanderie deviennent fatigués et ont du mal à tenir les rythmes. Là, s'il doit gérer les X-Men, et en plus, c'est bien les X-Men. Donc, même si Tom Brevoort fait l'éditorial et supervise bien les équipes, c'est quand même lui qui a la charge d'écrire X-Men et Avengers en même temps. Déjà, ça veut dire qu'il pourra pas faire grand-chose de plus. Et accessoirement, même si c'est cool que l'univers marche d'une même main avec les deux grandes équipes qui sont représentées, je me demande si c'est pas un peu casse-gueule d'avoir mis un seul mec aux commandes des deux plus grosses séries de Marvel. Enfin, sauf si on veut considérer que Uncanny X-Men est une plus grosse série que X-Men. Mais en vrai, c'est ce qui... Enfin, les gens voient X-Men, ils comprennent que c'est ça le flagship, tu vois. Il y a pas de sous-titres, il y a pas de qualificatif particulier, c'est les X-Men, tu vois. C'est comme les Avengers, il y a les Avengers West Coast, bah c'est pas les Avengers, tu vois. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment curieux comme décision, d'autant qu'ils ont quand même d'autres scénaristes qui auraient pu occuper ce rôle. Je pense à un petit Alley Wing, par exemple. On n'a pas trop vu en plus sur les mutants, ça aurait été plutôt cool justement. Bah il avait fait Sword et tout ça. Oui, mais je veux dire sur le gros truc, tu vois, c'est plutôt Kieran Gillen et Jerry Duggan qui ont fait le SAV après Jonathan Hickman, tu vois. Et même sans forcément d'ailleurs être le capitaine de l'univers, juste vraiment écrire la grosse série. Ou alors, je sais pas, il y a peut-être... je le vois bien parce qu'il a fait intervenir Storm notamment dans son Immortal Thor. Donc, je le verrais bien sur la série Storm. Tu vois? Ouais, c'est pas idiot. Bah, je sais, des fois je réfléchis, bah, du coup. Mais donc je pense qu'il sera, franchement, il y a quand même très peu de... Oui, non, mais tout à fait. Ils ont du personnel de compétent, pardon, je veux dire. Mais, je sais pas, Jed McKay, bon, après, c'est très récent, hein, c'est Avengers, mais est-ce que vraiment c'est le sauveur des planètes au point d'avoir deux grosses séries comme ça? Bah, en tout cas, Marvel lui fait confiance. Je pense, mais tu sais ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il est pliable, quoi. Ou efficace, bah ça dépend parce que frérot, bah attends, mais écoute, Jason Aaron avant qu'il fasse de la merde sur Avengers mais c'est pas, je pense pas que c'est lui qui décide de faire de la merde sur Avengers. On lui a foutu une pression, on lui a dit il nous faut de l'event, fais-moi un World War She-Hulk s'il te plaît, mais j'ai pas d'idée pour ça, bah tu t'en fous, tu te démerdes. Je pense vraiment que à mon avis c'est pas juste la défaite d'un scénariste, hein. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont pris McKay, parce qu'effectivement comme tu dis il a pas le même ego, la même possibilité que de claquer la porte, ou même de particulièrement de grands projets à défendre. Je sais pas, hein, peut-être que je suis paranoïaque. Mais je me demande si justement ils ont pas pris un bon soldat qui pourra... Après, moi j'aime bien son Moon Knight, hein. Attention, j'ai bien aimé Black Cat, c'était grave bien écrit à défaut d'être bien dessiné. Donc je demande qu'à me tromper, mais j'ai un peu l'impression que c'est risqué quand même de mettre le même scénariste sur deux projets qui sont aussi chronophages et aussi importants à l'échelle de l'univers Marvel. Ouais. Bah écoute, de toute façon on verra, ça arrivera cet été, donc de toute façon bah faudra bien juger sur pièce, sachant qu'on aura les informations concernant les autres équipes créatives d'ici les prochains mois. Et on va donc maintenant passer du côté des écrans, ce sera une partie un peu plus courte, il y a quelques petits trucs à aborder. Alors du côté de la télé, très peu de choses à aborder, surtout qu'il y a une news, c'est un peu du jeu vidéo, donc forcément quand c'est du jeu vidéo, Corentin... Non mais c'est un Smash Bros like, donc ça va. C'est vrai. Bah Multiversus qui revient en mai, Multiversus qui est le Super Smash Bros like de Warner avec des personnages de DC dedans, c'est pour ça qu'on en parle, sinon on n'en aurait jamais parlé, puisque à côté mais t'as aussi des personnages de Adventure Time, de Scooby-Doo, de Game of Thrones, Rick and Morty, t'as même LeBron James parce qu'ils avaient fait de la campagne de pub pour Space Jam 2 à l'époque. C'était une grande phase de bêta ouverte qui avait été faite à l'été 2023
2022 qui s'était arrêté au printemps 2023. Voilà, 1 an de pause. Et puis maintenant, ça revient avec un vrai lancement. Tous les personnages seront de nouveau là. A priori, tout ce que vous avez pu acheter, vu que c'est un free-to-play, il y a quand même des achats in-app, enfin in-game, tout est conservé, tout ça. C'est cross-platform et progression partout aussi. C'est-à-dire que tu peux commencer ta partie sur PS5 et puis l'enchaîner chez ton pote en fait en tournant avec ton même compte sur Xbox par exemple. Moi, j'avais joué. À part, je crois qu'il y a juste pas la Switch qui le supporte. Ah ouais, je vais pas y jouer. Parce que c'est la Switch, quoi. Elle est pas assez puissante pour. Oh oui, c'est vrai que c'est graphiquement très ambitieux. Non, en fait, j'en sais rien. Faut que je vérifie. Je sais plus s'il est sur. C'est vrai que s'il est sur Switch, par contre, c'est plus. Pardon, mais c'est pas Multiversus qui. Alors, si la Switch elle arrive à afficher Smash Bros Ultimate, elle arrive à afficher. Bien sûr, je sais. En plus, j'ai une Switch, donc je ne suis même pas en train de voir. Une Switch OLED. Oui, c'est vrai. Édition limitée Zelda Arnaud. Tears of the Kingdom, édition spéciale, jeu auquel d'ailleurs je n'ai toujours pas démarré, ça va faire 1 an qu'il est sorti. Bon, en même temps t'avais fait le précédent. Oui, bien sûr. Bah voilà, c'est le même, sauf que tu peux jouer au Lego à l'intérieur. Oh là là. Ouais. Oh là là. T'avais envie d'énerver des gens, c'est ça? Oui. Bah là ça a marché, je pense. Très clairement. Du coup, ouais, alors le trailer de lancement il est plutôt sympa. Après, le genre du Smash Bros like, c'est un genre qui est en train de fleurir parce que Ultimate a très bien fonctionné. Ouais, c'était il y a 5 ans déjà, Ultimate. 30 millions d'exemplaires. Hein. Ouais, non, mais je veux dire que ça, enfin, c'est toujours un très bon jeu et j'imagine qu'il y a une scène e-sport très active dessus. Mais maintenant que tous les combattants supplémentaires ont été dévoilés, tout ça, tu dis, je veux dire que s'il y avait un train à prendre en marche, ouais, il fallait se lancer. Il y a ça et aussi le fait que la génération des gens qui ont grandi avec Melee, arrive à un âge où elle est en capacité de créer ses propres jeux. Parce qu'il y a pas que ce il y a Towerfall aussi qui était un Smash Bros like à coup d'archerie où en fait tu pouvais juste tirer des flèches, un super jeu pour le coup. J'avais joué chez un pote il y a très longtemps, mais voilà, il y a pas mal de Smash Bros like et effectivement pour ça c'est pas tout à fait nouveau, mais ça fait très longtemps que les pourvoyeurs de contenu en fait cherchent des formules jeux vidéo qui pourraient faire des crossovers à pas très cher, on va dire. Il y a eu des tentatives de jeux de cartes dans ce format. En fait c'est souvent on a copié les idées de Nintendo. J'ai encore énervé quelqu'un. Les idées de Nintendo. Moi là, j'avoue le concept de jouer Batman pour péter la gueule à Tom de Tom et Jerry. Pourquoi pas, tu vois, effectivement, si le gameplay il est là. J'ai pas joué à la bêta pour le coup. De ce que je comprends, c'est un concurrent qui est pas forcément sérieux, mais qui au moins est bien réalisé. Donc je te coupe juste, mais c'est bien pas sur Switch quoi. C'est PlayStation 5 et 4. Xbox Series XS et Xbox One et PC, mais il n'y a pas de compatibilité Switch. Ah là. Bon, après, il y a la Switch 2 qui sort bientôt. Enfin, bientôt. Qui va sortir un jour, peut-être. Ouais. Moi, je l'aurai dans 3 ans, de toute façon, parce que je vais jamais acheter une console neuve, parce que je suis pas riche. Donc, voilà. Ceci dit, tu sais qu'ils font du cloud maintenant aussi sur Switch. Alors, j'ai joué à Resident Evil 3 Remake. Enfin, j'ai commencé péniblement, et en fait, mon stick de Joy-Con, c'est saloperie de merde qui casse au bout de 6 mois. Non, c'est pas moi qui l'ai cassé, hein. C'est Océane qui joue à Disney Dreamlight Migenou là. Bah faut qu'elle y joue plus doucement. Mais je sais pas quoi te dire, elle a des pouces. Mais moi j'ai une Switch pendant l'autre modèle que j'ai, il est là depuis 3 ans et j'ai jamais. Quand même t'es l'un des rares parce que je te jure que j'ai jamais eu de soucis. Sur les trucs de SAV ou des commentaires sur les achats machin, tout le monde te dit le Joy-Con gauche, il déconne. Mais arrêtez d'être des brutes en fait. Mais tu rigoles, c'est toi qui as des pouces nuls. Inintéressant. Bref, donc on joue pas des vrais jeux, je sais pas. Mais bref, donc pourquoi je disais ça? Oui, donc il y a du cloud sur Switch maintenant. Vous pouvez jouer à Resident Evil Remake 1, 2 et 3. Ils sont en promo actuellement d'ailleurs, c'est des très bons jeux. Mais du coup voilà, non moi c'est juste du coup j'aurais plus de mal à y jouer parce que je vais pas quand même acheter ça sur PS4, faut pas déconner. J'ai pas la PS5, j'ai pas d'argent. Mais par contre, je trouve que le design est pas beau. Ouais. Les arènes sont pas incroyables. Mais le gameplay a l'air sympa. Ouais. Vas-y, là. Pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment très Smash Bros. Donc vraiment. J'ai vu que tu peux faire des air combos pour empêcher un mec de revenir et tout. Enfin, c'est vraiment du Smash 101. Ouais, donc ça, je pourrais vous en reparler un petit peu dans le printemps. En tout cas, ça arrive le 28 mai. Tu veux pas qu'on achète un filtreur à air pour la rédac? Parce que là, je peux plus. Il y a trop de pollen, frère. Je sens que les gens doivent entendre depuis tout à l'heure des bruits de tout, ça doit les énerver. Bah ouais, mais c'est non, déjà il y a pas, enfin les fenêtres sont fermées, donc
Toi, mets un masque quand tu vas dehors. En fait, c'est à ça que ça sert aussi. Et autre annonce pour les petits écrans, c'est le nouveau trailer de Suicide Squad Isekai. On est toujours content, ça a l'air toujours plutôt sympa. Ouais. C'est tout. Ouais. Très bien. Eh bien, non, je veux dire de plus. Voilà, ils expliquent un peu le scénario. Il y a l'univers de Gate où deux royaumes sont en guerre. On envoie la Suicide Squad pour rétablir la paix pour une raison. Non, c'est parce que le Joker s'échappe dans cet univers, en fait. Le Joker qui ressemble vraiment au Joker Jared Letoien, on va dire. Harley, Deadshot, King Shark, est-ce que j'oublie? Clayface, et Peacemaker, qui vont péter des gueules, et c'est pas grave parce que c'est un royaume où les gens sont pas forcément des terriens. Ça a l'air violent, ça a l'air bien animé, ça a l'air musical. C'est très joli quand même. Moi, j'aime vraiment beaucoup la DA et quand ils apparaissent après en personnage un peu justement de royaux et tout ça, je trouve ça rend vachement bien. Ce sera sûrement le Clayface le plus classe de l'histoire. Clairement, ils l'ont pris en mode dandy, il est habillé comme Michael Jackson dans Smooth Criminal, vraiment ça va être trop bien. Et ce qui est bien, c'est que ça doit arriver en 2024. Ils ont toujours pas annoncé de date de sortie. On sait que ça sort cette année. C'est curieux ça, parce que c'est trois trailers là. Ouais, ils font monter la sauce. Mais surtout, moi, c'est plus Warner Bros Japon qui communique dessus. Oui, complètement. Oui. On n'a pas encore même de nouvelles d'un relais potentiel. Aucune, non. Effectivement. Donc ça, c'est la grande interrogation. On espère que ça arrivera par des voies légales en France. Ne serait-ce que parce que on sait que Max doit se lancer en France cet été. On n'a toujours pas eu pas de confirmation, on n'a toujours pas de fenêtre de sortie d'annoncer depuis. Mais ça pourrait très bien être un bon produit d'appel aussi, surtout pour attraper un peu le coup qu'a pris la licence Suicide Squad avec le jeu de Rocksteady, quoi. Bon, tu penses que ça a un tel impact? Ah bah là, oui, Suicide Squad, le jeu il est compliqué. Hein. Ouais, mais le film de James Gunn, il a une très bonne réputation, même s'il a pas très bien fonctionné, il est apprécié par la plupart des gens qui l'ont vu quand même. Même la série Peacemaker était bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une telle déflation de qualité. Ouais, donc là t'as fini sur Suicide Squad Isekai. C'est trop bizarre comme reprise. Les gens, j'avoue, je pense que les gens auront capté qu'on est parti prendre un colis. Qu'on a été interrompu par le facteur. Et donc on reprend sans transition aucune sur la partie cinéma. Je crois en plus j'étais vraiment en train de dire non, le film de Gunn il était bien, et juste après le mec il répond ouais, donc t'as fini là. J'avoue que ça va apparaître un petit peu bizarre peut-être. Mais écoutez, ce sont les aléas de l'enregistrement aussi. Parfois voilà. C'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Le direct en différé. Mais de toute façon, oui, donc ça arrive cette année, on saura pas où, de toute façon, on attend de voir, quoi. On sera chaud quand même. Mais donc, du côté du cinéma, Rodney Rothman qui est recruté pour l'adaptation en film de 8 Billion Genies. Bah, c'est cool. Mais du coup, ce sera une de l'animation. Non, c'est un film en live action, je crois. Il avait été embauché pour le scénar? Pour le scénar, oui, pour le scénar. C'est vrai que c'est un des co-réalisateurs de Spider-Verse, mais c'est aussi un scénariste. Non, en plus, c'est fait par la boîte de Seth Rogen, la même qui a fait This Is the End, il me semble. Et Tortue Ninja. Et donc, tu vois très bien comment, justement, ça pourrait être tourné sur un côté beaucoup plus débile, peut-être que la BD de Charles Soule et Ryan Brown. C'est vrai qu'effectivement, quand tu penses à This Is the End, ça pourrait... pour moi, c'est complètement là-dedans, en fait, dans un truc un peu trash, un peu stupide. Un cœur fin du monde. Avec les genies qui seront les mignons du film. Vraiment, qui seront utilisés comme des petites mascottes. Il y a déjà des gens qui ont fait des peluches dérivées en bootleg, et je pense que là, il y aura vraiment du merchandising à côté. Donc, ouais, tu vois, ça... J'entends ma voix qui est oui, bizarre. tu grésilles aussi, tu vois. Ce que je t'avais dit, c'est horrible à écouter. Il avait aussi coécrit, parce que c'est un pote du coup de Lord Miller, Rodney Rodman, il avait travaillé sur l'un des Jump Street. Ah ouais, cool. Qui est aussi d'ailleurs un truc qui était relativement proche de Rogen, puisque Rogen faisait un caméo dans le deuxième, puis ça reste sa bande de potes, John Hill, Jane Tatum, etc. Donc ouais, très bon scénariste. Ceci étant, c'est amusant de le prendre du coup sous l'angle de la comédie. Parce que quand tu lis 8 Billion Genies, c'est quand même pas vraiment une série marrante. Non, mais après c'est comme ça que moi je le vois adapté. Mais ça t'as peut-être pas tort. Hein. Effectivement, Rodney Rothman c'est plutôt un scénariste comique. C'est pas une Grey qui a. Alors pas une Grey, ils font aussi des trucs plus sérieux, mais ceci étant, moi si l'objectif c'est d'en faire un truc plus gaguesque, je serais pas forcément contre dans la mesure où encore une fois la BD était bien, mais à mon avis, justement peut-être qu'elle savait pas assez de s'amuser de son concept. Donc justement là c'est l'occasion de rattraper le coup, et puis tu pourras mettre des génies genre tu sais qui ont je sais pas, il y aura un génie qui a un défaut de surdité un petit peu, qui entend mal et à qui on demandera une grosse mythe, tu vois. Peut-être que Rogen pourrait jouer, c'est le mec, le loser qui est le méchant de la série.
Hein? Quoi? Non, mais ouais. Je crois que j'allais dire un truc honteux. Non, je pensais juste que t'allais approuver cette référence. Non, pas du tout. Cette référence, non, mais tu m'as laissé. Non, elle était odieuse. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait le sourd, tu vois. J'ai fait la sourde oreille. Et double bague. Donc, qui pourrait faire le méchant? Ouais, Seth Rogen à la tête de l'emploi. Ouais. En plus, maintenant, il a le bon âge pour jouer les Evil Dictators bullshit. Voilà, très bien, je suis content. Je me demande si ça va vraiment se faire. Comme souvent. Celui-là, franchement, il y a un bon potentiel. Rogen, quand tu regardes, il a une main dans Invincible. Il fait The Boys, il a fait Tortue Ninja. C'est un vrai fan de comics, on le sait. Ça fait très longtemps. Il a fait Preacher. Ça fait très longtemps qu'il voulait adapter toutes ses BD préférées. Ça a l'air de fonctionner pour lui. Il y a pas de raison que ça ne prenne pas, quoi. Ouais. Quand tu penses à l'empire qu'est devenu The Boys, il a eu le nez creux quand même, Pépère. Ouais, c'est vrai. Pourquoi fumer de la weed ne rend pas stupide? Pas tout le temps. En vérité. Pas tout le temps, mais après, je pense qu'il a il a peut-être d'autres trucs qui font que ça a fonctionné pour lui. The Batman, par contre, on va devoir attendre un peu plus puisque le film est repoussé d'1 an, puisque le scénario n'est toujours pas fini. Et si vous avez écouté notre podcast avec Matt Sam Tamlin, il disait qu'il était encore en train d'écrire le scénar quand on avait enregistré donc fin janvier. C'est trop marrant parce que au moment où j'ai posté la version retranscrite de l'interview, il y a quelqu'un qui avait quoté le podcast en disant il est encore en train d'écrire, donc je pense qu'il va être repoussé d'1 an. Et le jour même, genre quelques heures après, t'as l'annonce qui tombe, The Batman 2. Bravo à toi, cher Twitos, à l'oreille affûtée. Le mec est très fort. C'est quelque part un peu décevant parce qu'en plus, dans mon souvenir lointain, je crois que Brave and the Bold avait été envisagé pour 2025. Oui, alors là, 2026 plutôt. Mais 2026, ouais, dans l'idée justement de faire une alternance, un Superman, un Batman et tout. On en est clairement pas là parce que 2026, c'est quand même que dans 2 ans. J'y ai même pas... On en est vraiment qu'au stade de la pré-prod sur Superman. C'est horrible. Ce podcast est horrible. Arnaud qui se mouche. J'entends que ça dans mes oreilles. Oui, mais sauf que moi, j'ai la prise son, donc ça ne s'entend pas. Mais moi, je dois travailler avec ce bruit, Arnaud. Donc, ne leur dis pas que je me mouche. C'est une condition de pénibilité. Je demande une prime. Donc, on va demander à Bruno Le Maire ce qu'il en pense. Donc on n'en est pas du tout là, je veux dire, on est sur la pré-prod on est sur la production de Superman Legacy, on est sur la pré-prod de Brave and the Bold, mais très 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 en amont. Il y a même pas un scénariste qui a été embauché pour l'instant. Donc on va devoir aussi attendre pour ça quelque part. Maintenant, si on fait un peu les comptes, le cinéma des super-héros, on peut se battre contre la définition de ce qu'on appelle la fatigue, mais à mon sens, les symptômes en tout cas sont là. Voilà, c'est pas qu'une histoire de mauvais film, c'est aussi une histoire de les gens, ils ont envie d'autre chose, je pense. Et on l'a bien vu justement aux Oscars où on a récompensé la qualité et aussi des films qui ont plutôt bien fonctionné, comme Oppenheimer, quand même, qui a fait 900 millions pour alors c'est un film d'auteur grand public, hein, évidemment, c'est un film blockbuster même, mais ça montre aussi qu'il y a une reprise de force de d'autres secteurs de l'industrie qui ne sont pas que liés au divertissement, à l'action, à la comédie. Ce qui moi me fait très plaisir. Je ne dis pas évidemment parce que on va me dire oui mais Marvel n'a jamais été nommé aux Oscars sauf pour Black Panther, c'est vrai évidemment, mais les films comme Green Book qui a gagné le Best Picture, c'était pas les chiffres que fait Oppenheimer. Et aujourd'hui on commence à comprendre un peu mieux comment marche le marketing viral, comment on a bien réussi à interpeller et Barbie qui est un film tout à fait honorable et n'en déplaise voilà, et Oppenheimer qui voilà. Donc à mon sens peut-être que justement les gens ont besoin d'une pause, ont besoin de respirer, d'aller voir d'autres films. Vous ne pouvez pas aller voir les films A24 par exemple parce qu'ils sont pas distribués en France. Voilà, c'est génial, mais du coup ça existe aussi. On voit que la hype se crée différemment, qu'il y a des couches de communauté qui réalisent des trucs différents. La série Shogun par exemple qui est sortie là, tu vois, qui a l'air de faire plaisir à beaucoup de gens. Il y a un appétit pour autre chose que du super-héros et c'est très bien justement que si on doit attendre pour The Batman, on aura en plus entre-temps la série The Penguin. Hein. On puisse justement l'accueillir avec la pression de ne pas avoir l'effet de sortir du produit précédent pour entrer dans le suivant. Quelque part, ce côté un peu team olympique qui prend 4 ans à faire des films, moi ça me va très bien. Les Nolan étaient séparés par 3 à 4 ans à chaque fois, et ça a pas empêché que c'est des films qui ont marqué, qui ont fonctionné, et qui étaient justement, qui méritaient la teinte qu'on leur a prêtée. Enfin, surtout pour The Dark Knight, j'aime bien Dark Knight Rises aussi, mais bon voilà. Dans l'intervalle, on aura quand même Joker 2 à la rentrée, on aura The Penguin, on aura les comics Batman qui continuent à sortir à flux tendu, on aura l'année prochaine Superman, pas Legacy, Superman, qui va relancer tout l'univers, et Creature Commandos. Enfin, je pense qu'on a largement à bouffer, en fait. Oui. Avant, il y avait trop, et en vrai,
tout le monde. Oui, c'est vrai. Même pour un fan de comics, c'est impossible d'avoir tout vu, à part pour toi, qui est payé pour ça, d'avoir tout vu de tout ce qui s'est fait. J'ai vu tous les films, mais pas toutes les séries, par contre. Voilà, si on prend les séries animées, que ce soit 3D, 2D, même de la CW, etc. Là, clairement, non, j'ai pas tout vu. Voilà. Il y avait trop de super-héros. Là, on revient dans des volumes plus raisonnables. Très bien. Voilà. Moi oui, au-delà du volume, faut que ça revienne je veux pas qu'il se presse, je veux que le film il soit bien, déjà. Et c'est un gros challenge après le premier. Parce que, selon eux, c'était pas forcément une indication de suite d'avoir foutu le Joker dans le film. Ça m'irait d'autant mieux s'il n'y avait pas le Joker. D'ailleurs, pour être honnête, parce que justement, on aura déjà un Joker. Et Brave and the Bold devrait avoir aussi un Joker, mécaniquement. Il y a d'autres vilains à explorer, il y a d'autres trucs à faire. Il y a d'autres personnages qui sont intéressants. Tu vois, dans ce côté, par exemple, de la ville, qui était un personnage vraiment très important dans le premier Batman de Matt Reeves. Ce côté, l'organisation sociale de Gotham City, les élites, les mafieux, la corruption. Et dans Joker Year One, The Riddler Year One, pardon, de Paul Dano, pareil, ce côté, comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur du système. Ce serait l'occasion de tenter un vilain plus original, comme le Clock King, par exemple, qui serait justement un mec qui manipule un peu la ville de Gotham City vraiment, tu vois, ou le Calendarman, ou enfin, des vilains qu'on n'a pas vus, tu vois, des vilains qui soient pas juste des trucs qu'on a déjà aperçus sous une forme ou une autre. Le catalogue de Batman, il est Professeur Pig. Tu fais un vrai thriller à la Fincher, justement. Ouais, oui, bah, et voilà, tu fais un vrai tueur en série, pas un challenge intellectuel, pas un super vilain, tu fais un vrai tueur en série. Donc voilà, qu'ils prennent bien le temps. On peut avoir confiance en Tom Lin, on peut avoir confiance en Matt Reeves. Moi, je suis pas pressé. Il y a d'autres films à voir, de toute façon. Oui. Comme Godzilla versus Kong. X-Kong. Ouais. Et apparemment, on dit juste Godzilla Kong. Ouais, c'est comme Hunter. Ouais, c'est ça, c'est comme Hunter, ouais. Je me regardais un match de l'UFC l'autre jour et ils étaient partenaires, ils disaient Godzilla Kong. Pourquoi vous avez mis un X dans ce cas? Pour faire pour attirer les Japonais. Parce que Godzilla, ça suffisait pas, il fallait aussi une appellation à la japonaise. Ils ont failli faire Godzilla Kong. Parce qu'ils adorent aussi faire les titres comme ça, là. Godzilla Kong Gaiden. Ouais. Allez, Corentin, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, le projet d'adaptation de Prophet de Rob Liefeld n'avance pas beaucoup, donc Jake Gyllenhaal a décidé de quitter la marque. Ouais, Jake Gyllenhaal, effectivement, bah, c'est pas très étonnant. Le film Prophet, il y a eu beaucoup, en fait, d'idées d'adapter des comics de Rob Liefeld après le succès de Deadpool 1 et Deadpool 2. Notamment, je crois qu'il y avait un truc avec une thérapeute de super-héros à un moment donné. Il y a eu ce projet de film Prophète, il y a eu encore un autre truc, je vais pas me souvenir. Peut-être la Brigade. Je sais plus, peu importe, ou les Youngblood, enfin peu importe. Et en fait, ça sort pas, parce que si t'as pas le soutien d'un grand groupe derrière, c'est compliqué de monter une franchise de super-héros de zéro. Ça, c'est un truc qu'on a aussi pu constater sur ces 15 dernières années. Marvel et DC ont fait beaucoup de films, oui, mais est-ce qu'il y a eu vraiment tant de super-héros originaux qui viennent de l'indé, qui ont eu droit à sortir et à bien sortir ou à remporter le succès? Pas tant que ça, en vrai. C'est plus compliqué de faire un film de super-héros sans le soutien d'une boîte qui a vraiment envie de monter une franchise, de faire des suites, des crossovers et tout, que justement de monter une adaptation de comics indé, en vérité, parce que c'est plus perméable. Comme tu dis, il y a un début, un milieu, une fin, un tome 1. Donc voilà, aujourd'hui, le film Prophète, moi, j'y crois toujours pas. Ce que dit Rob Liefeld, et j'étais assez étonné, parce que comme l'information vient de lui, je me suis mis un peu à fouiller, parce que c'est toujours assez rigolo d'aller fouiller le Twitter de Liefeld. Enfin, en tout cas, ça l'était. Ce qui dit toujours une connerie par-ci par-là, où tu te rappelles que le mec est vraiment sur une autre planète. Et en fait, non, il est très calme en ce moment. Il dit, ouais, j'ai vu tel film, c'était cool. Ouais, j'ai été à telle convention, j'ai croisé un Deadpool en vert, joyeux Saint-Patrick et tout. Donc voilà, il y a peut-être qu'il est aussi sorti juste avec ce côté un peu plus calme dès qu'il avait quand il a dit, je termine mon roman graphique Deadpool et puis je plie bagage, c'est terminé. Voilà, probablement qu'il se concentre sur la prod justement de ce machin-là ou sur la gestion de ses droits à lui. Donc si on a envie d'y croire, lui dit que ça existe toujours, que la production suit son cours, mais que Gyllenhaal, du coup, ne fera plus partie du film. Est-ce que Hargrave, qui avait annoncé la mise en scène, en fera partie? Je ne pense pas non plus. Hargrave, il est très demandé depuis le succès d'Extraction 1 et Extraction 2, il va faire le 3, il va faire aussi Kill Them All. Voilà, c'est cette espèce de génération John Wicken, Hollywood se les arrache en ce moment. Ça a très bien fonctionné, c'est pas des films qui sont très compliqué à vendre. Tu prends un quadra que les gens aiment bien, tu le mets à la salle de muscu, tu lui apprends à faire des pirouettes avec son flingue, et voilà, ça fait un film où il tabasse des bronzés pendant 2 heures. Voilà, ça a marché pour Chris Hemsworth, ça a marché pour Ryan Gosling avec The Grey Man, ça a marché pour Charlize Theron, ça marche pour Keanu Reeves, et maintenant Keanu Reeves est même devenu un homme franchise à lui tout seul. C'est ça. Donc Gyllenhaal, je pense qu'il voulait aussi avoir un peu de ce gâteau-là, parce que quelque part tu te fais de l'oseille,
ça te recanonise comme un mec crédible dans l'action. Oui, il est dans cette voie parce qu'en plus il a récemment reparlé du fait qu'il avait perdu l'audition de Batman face à Christian Bale. Et donc il a dit mais si je pouvais maintenant, s'il y a un nouveau shot avec le DCU et tout ça, forcément il dit qu'il serait honoré. Ouais, voilà. Et en même temps c'est vrai qu'il pourrait le faire quoi. Il a le physique d'un Batman version Capullo, ça c'est sûr. Moi après je pense que ce serait plus intéressant de prendre des gens que le public connaît moins. Bien on est sûr. Comme pour David Corenswet justement, tu prends un Bruce Wayne de 33 ans qui a fait de la bonne série télé, on verra pour les pronostics. Remarque ça qu'il est censé être papa là. Tu peux être père très jeune, tu sais. C'est vrai, surtout en plus c'est croissance accélérée Damien, donc facile. Bref, donc du coup voilà, pas de Prophète par Gyllenhaal, et Prophète, pour rappel, c'est un Captain America congé dans la glace qui se réveille dans le futur, dans son futur à lui, on va dire. Et c'est la Seconde Guerre mondiale, expérience, transformation, machin. C'était vraiment un spoof de un spoof de Captain America. Et puis un design qui est pas très joli, je trouve. Je m'en fous. Complètement, je m'en bats les couilles complètement de ce projet et de cette BD. Voilà. Arnaud, ça te... Pas lu. Voilà. Comme les 3/4 des trucs de Rob Liefeld, j'ai une grande lacune là-dessus, et je t'avoue que j'ai pas forcément envie de vouloir rattraper particulièrement les travaux de ce monsieur, avec tout le respect que j'ai pour lui quand même. Il faut que tu lises Suprême quand même. Oui, si, ça reste Suprême, oui. Mais oui, Suprême. Honnêtement, oui, c'est ça. C'est pour ça que barbu. Ouais, un sacré barbu. Dans les dernières news, le fait que un film Teen Titans est en développement, avec la scénariste qui s'occupe déjà, Anna Guerrera, qui s'occupe déjà de Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc une envie de jeunesse, un petit peu, puisque les Teen Titans, c'est des héros plus jeunes justement que les tutélaires de la Justice League. Sachant que ça dépend de l'incarnation vraiment qu'il va donner. Est-ce que c'est une incarnation vraiment teen, très adolescente, ou est-ce que c'est plus jeune adulte quand même, avec des gens plus dans la vingtaine? Ça, c'est ça dépend de quelle version ils veulent se baser. Je pense pas, parce que là on part quand même sur un Superman de 30 ans. Bon, d'ici à ce que le film s'en fasse, il en aura 33 ou 34, mais c'est quand même eux des jeunes gens, tu vois. Il y a que, je crois que c'était Rachel Brosnahan qui était la plus âgée des trois. Non, mais Nicolas Hoult était plus âgé évidemment, mais Brosnahan qui était la plus âgée des meufs qui passaient le casting pour le rôle de Lois Lane. Et l'objectif, c'était vraiment justement pour les gens comme toi et moi, en fait, de faire des Superman qui nous ressemblent maintenant. Et pour installer une césure vraiment suffisamment nette. Et puis en plus, James Gunn, je le verrais très bien justement aux commandes, à la supervision aux commandes d'un projet justement un peu ado, sale gosse, bande de potes, famille recomposée. C'est complètement sa thématique, les Teen Titans. Oui, c'est vrai, oui. Tu vois, en plus, quand tu vois juste comment est-ce qu'il a fait Suicide Squad, tout le rapport au père de Raven, tout le rapport à la famille d'origine de Starfire, c'est des trucs qui cadrent très bien avec le Steel Gun. Le côté avec Garth qui sera mis de côté aussi, qui aura jamais pu trouver un endroit où fitter. Voilà, c'est ça, exactement. S'il met Cyborg, ça pourrait être aussi ça. Ouais, je pourrais m'en passer de Cyborg, mais ouais, tu fais la version Teen Titans Go, quoi, mais. Ça serait cool, pour le coup. Vraiment une adaptation de Teen Titans Go en image réelle, moi je signe tous les jours. Mais voilà, c'est pour moi tout à fait logique. Et effectivement, les Teen Titans, c'est quand même l'une des équipes vedettes, pas juste de DC Comics, mais des comics en général. Le volume de Wolfman Perez, il est ultra culte, il est ultra important. Les Teen Titans de Jones, même, ils étaient formidables. Oui, ils étaient, ouais. Et c'est une équipe qui mérite d'avoir enfin sa putain d'adaptation. Je veux dire, il y a eu la série animée qui était formidable de Matsuda, je crois. Et il y a eu le Teen Titans Go qui est extraordinaire, mais qui évidemment n'est pas fait pour ceux qui divise beaucoup le volume de Wolfman Perez. Ouais. C'était, franchement, pour moi, c'est limite une annonce sans surprise, quoi. C'est tout à fait logique de faire ça si t'es James Gunn, pour installer une nouvelle génération de personnages, pour avoir un film pour ados, et qui en plus, et puis même sur le temps, il y a un truc qui serait ultra populaire, quoi. Ouais, et puis il y aura un truc très très logique, tu sais, c'est de faire je sais pas, genre un certain nombre de films Teen Titans, et puis après de passer en mode juste Titans, en fait, tu vois. Et quand ils auront, justement, quand ils auront pris de l'âge. Carrément. C'est pour le coup. Par contre, je ne pense pas que ce sera Damian Wayne dans le truc. Enfin, voilà, c'est l'occasion de mettre enfin un Dick Grayson crédible. Imagine, tu te rends compte, j'arrive même pas à y croire quand je dis ces mots. Crédible en fiction, quoi. Enfin non, celui de la série Titans, c'était quand même pas trop mal. Franchement, ça va. Non, mais il était bien casté. Fuck Batman. Oui, non, mais c'était mal écrit, mais il était bien casté. Ses chorégraphies étaient jolies, son costume était joli. Enfin, tu vois, c'était pas. Non, mais il y avait plein. Il y a le Robin de Batman et Robin. Oui, d'accord. Ouais. Parce qu'en vrai, Robin, moi je comprends pas, mais les gens aiment bien Robin.
Et c'est quand même le seul personnage qui a jamais, alors qu'il y a eu quand même une pelletée de films Batman, il a jamais vraiment eu droit d'exister en tant que Robin solitaire, autonome dans un bon film, quoi. C'est curieux, non? Ouais. En plus, le Robin de la série animée Teen Titans, pour le coup, était trop cool, quoi. C'est vrai, moi, j'étais gamin, j'étais en mode genre, ah putain, je vais être Robin et tout. Ouais. Très bien. J'ai grandi, j'ai compris que c'était pas incroyable d'être Robin, en fait, qu'il fallait mieux être Batman. Les grandes révélations de ta vie, quoi. Bon, eh bien, on va pouvoir terminer la partie cinéma et ce podcast avec le gros trailer qui est donc la bande-annonce du remake du Crow, voilà, le Crow trailer, donc avec Bill Skarsgård dedans. Donc du muscle de fou. Ouais. Je l'ai pas reconnu. Ouais, bah, c'est ce que tu disais avant, tu sais, faut prendre des acteurs, les faire aller à la salle, et puis après, tu les vois transformer et tout ça. Donc, qui reprend, donc, cette création. Alors, rappelle-moi le nom du créateur, c'est... Oui, James O'Barr. Merci, James O'Barr, avec donc ce rocker qui se fait assassiner par un gang de truands avec sa petite amie et qui revient d'entre les morts, en fait, pour devenir un esprit vengeur qui prend les atours d'un corbeau. Le premier film est resté dans les mémoires parce que Brandon Lee, son acteur principal, est mort sur le tournage. Et la bande-son était bien. Et voilà. Et il y a eu ensuite c'est un peu ce narratif d'une tentative de faire en fait un remake qui est un peu maudit parce que ça ne se faisait pas, c'est passé de studio en studio, de réal en réal et d'acteur et tout ça. Maintenant, ça existe vraiment, il y a un trailer. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tu vas être plus pertinent à mon sens. Non, pourquoi j'ai pas vu le film original? Mais non, mais c'est très sanglant, c'est plus à toi, je pense. Ah oui. Parce que j'en ai pensé. Alors déjà, je suis passablement surpris parce que j'avais cru comprendre en fait que ils allaient faire une mise à jour entre guillemets du comics qui quand même part d'une femme dans le frigo, comme on dit. Ce qu'on peut imputer entre guillemets au code des comics de l'époque, mais en vérité, la raison pour laquelle James O'Barr il a fait ce comics-là, c'est parce que sa copine était vraiment morte dans un accident. Donc c'est pas juste oh là là, j'aime pas les femmes, je vais les tuer, etc. Donc il y a des choses à dire en fait là-dessus. Déjà, ça a pas l'air d'être le cas. On pensait effectivement que le fait de prendre FKA Twigs pour jouer la copine de Eric, elle allait peut-être devenir une crowette. J'avais parié sur une Corneille à l'époque pour avoir une sorte de couple vengeur, histoire d'avoir un truc qui serait plus une romance noire et violente. Ce qui est pas un truc qui arrive si souvent. Que je parlais des films de Quadra Vengeur là tout à l'heure. Il y a très peu de films comme ça il n'y en a pas même en fait, qui se passent en couple. Tu vois, c'est dommage, c'est une niche à explorer. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En fait, ça a l'air vraiment d'être dans les codes du comics de Crow, enfin du comics non, ça a l'air d'être dans les codes du premier film de Alex Proyas, en plus bourrin, en plus moderne, avec plus de mauvais goût à mon sens, et d'avoir aussi été à la bonne école John Wick. Il y a vraiment des plans quand il est dans le Hummer avec le mec et qui tient le flingue pour pas qu'il lui mette une bastos. C'est vraiment du John Wick dans le texte. En plus, ça prend cette direction. Je veux dire, John Wick, voilà, il veut se venger parce qu'il y a un connard. Mais John Wick, c'est Women in Refrigerator, mais voilà. Juste ils ont remplacé ça par un chien. Ça, voilà, c'est Dog in Refrigerator. Donc c'est le même trope, quoi. C'est héros perd un truc auquel il tient. Bon, en l'occurrence, c'était le chien que sa femme lui avait offert, quand même. Arnaud, t'es un peu dur. Donc voilà, c'est le même trope de les méchants ils ont buté quelqu'un que j'aimais. Ils m'ont pris tout ce que j'aimais. Voilà, je vais aller leur niquer leur race. C'est l'esprit de vengeance. Hein. La différence là, le gadget qui est apporté, c'est que effectivement The Crow est immortel. Enfin, il est immortel, il est mort surtout, donc on peut pas le tuer. Et que il combat au sabre et au flingue. Comme Deadpool. Bon, il est aussi immortel. D'ailleurs, la seule différence, c'est qu'il fait pas de vanne et qu'il se met en noir. C'est vrai. C'est la version emo C'est ça. C'est complètement goth emo dans la direction aussi. Oui, c'est assumé, hein, je pense. Il y a un côté aussi de Jared Leto-esque que je trouve dans le fait d'avoir pris Bill Skarsgård qui avait joué en plus un clown, tu vois, il y a effectivement une sorte d'imagerie qui se retrouve. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas, en fait. Moi, je suis client des films qui sont ratés, mais qui ne s'en rendent pas compte, tu vois. Enfin, en tout cas, je l'étais pendant un moment, parce que par exemple, Madame Web, j'ai pas du tout apprécié mon expérience de visionnage, malgré quelques bonnes séquences de fou rire. On a oublié de dire que le film avait été retiré des salles, là. Ouais, parce qu'on s'en prend. On s'en fout, mais pour rappeler que c'était de la merde. Parce que j'ai vu des gens dans les commentaires, par contre, du site, enfin, dans les commentaires Facebook de Comics. Ah oui, des gens qui défendent. C'est quand même beaucoup moins fade que beaucoup des Marvel Studios récents. Et t'as envie de dire, mais t'as vraiment envie de perdre ton temps à défendre Madame Web? Ouais, non, tu sais, ça que tu fais. C'est pour dire que, les autres, ils étaient nuls. Oui, non, mais tout était nul, on est d'accord, enfin. Proportionnellement à la nullité globale, c'était pas si nul. Mais à la limite, il va y avoir des bons films, parce qu'à la fin. C'est ça. On va sur les raisonnements. Mais donc voilà, là, c'est pareil, ça a l'air d'être un film nul. Quand même, enfin, j'ai toute l'intro, genre le héros musclé, sa copine en string. Oui.
Voilà. C'est pour ça que tu serais plus pertinent que moi pour en parler. Ça fait vraiment ces codes de nanar, enfin. Oui. Des années 2000. Oui. En direct ou DVD. Oui. Que t'achètes en baissant un peu les yeux à la caisse. Oui. Et tu rentres en regardant tes pieds. Oui. Après, tu le lances avec une bière et au bout de 2 heures, t'es en mode genre, ah, c'est trop bien. Oui. Voilà. Parce qu'il y a Je viens de vous décrire l'adolescence d'Arnaud Kikou. Parce qu'il y a du cul et du sang. Et donc, ouais, voilà. alors oui, pour le coup, il y a du cul. Enfin, il y a l'air d'avoir du cul, en tout cas. C'est un peu sexy, quoi. C'est un peu, de toute façon, FKA Twigs, c'est une musicienne, FKA Twigs, pour ceux qui voient pas, qui fait des albums extraordinaires. Et qui est aussi une spécialiste de la pole dance. Ah, ok, donc, d'accord. Ouais. Elle joue vachement sur son image de sexy, elle fait des vrais concerts slash shows burlesques et tout. Donc je pense qu'ils ont aussi pris ce truc par cette là pour ça. Oui. Et en plus elle a un look alternatif avec son absence de sourcils, ça va bien au côté rockstar de Rick Draven, qui est du coup ultra tatoué, ultra musclé à la Machine Gun Kelly. Moi c'est très musclé, clairement, musclé mais sec. musclé sec, ouais. C'est pas John Cena, tu vois, il est assez fin, mais par contre, les muscles sont C'était un bon apparents, choix, quoi. je pense, pour l'esthétique qu'il voulait trouver. Après, j'aurais peut-être une autre coupe de cheveux que ce truc de, enfin bref, j'aime pas du tout. Honnêtement, si c'était pas mon travail et si c'était pas The Crow, je pense pas que j'irais le voir. Je suis pas dans cette démographie-là, moi, perso. Le sang, ça me fait rêver, oui, comme tout le monde. En fait, tu sais, c'est Lionsgate, donc c'est aussi ceux qui ont fait le reboot d'Hellboy, et il y a ça, il y a un peu cet aspect un peu vulgose, mais que moi j'aime bien, en fait. Voilà, c'est distribué en France par Metropolitan Film Expo, qui, pareil, sont les mecs qui distribuent beaucoup ces séries B d'action un peu débiles et bourrines. Moi, je suis pas dans cette niche-là, tu vois, je regarde pas les As Fallen, je regarde plus les Blumhouse depuis un bail, ça me fait vraiment plus grand chose. Il y a très bon film, je ne suis pas en train de cracher sur ta mec. Mais c'est pas du tout ma mec, Blumhouse, ces derniers temps, là, imaginez. D'accord, alors. Non, mais ça dépend. Ils ont réussi à faire quelques trucs à petit budget qui étaient sympathiques, mais là, ils ont quand même là, depuis plusieurs années aussi, les 3/4 de ce qui sortent, c'est de la merde. Ouais. Enfin là, Night Swim, c'est de la merde, Imaginary, c'est de la merde, leur truc Five Nights at Freddy's, c'est à chier. Enfin, ils ont fait un joli effort sur les costumes, mais tu te fais chier. Enfin, ça repose sur des gimmicks. Ils ont des recettes aussi, en fait, de trucs à petit budget où ils se donnent pas les moyens. Donc, oui, c'était Action ou Vérité qu'ils avaient fait. Oui, mais ça aussi, c'était à chier. C'était à chier. Non, mais Blumhouse, il y a énormément de trucs qui sont très, très tu vois, là, je pense que The Crow, en fait, c'est le John Wick pour les fans de Blumhouse. Tu vois, pour moi, ou pour les fans de The Purge. C'est en fait ce film qui te fait du John Wick, c'est-à-dire mission vengeance, on va buter des méchants, les truands, des gangsters russes et compagnie, mais avec le côté esthétique noir, gerbe de sang, un héros immortel qui est un peu... Ça a l'air joli sur la photo, par contre, il y a un joli travail, je trouve, quand même. Ouais, qui fait très années 2000, encore une fois, mais il faut que tu vois Alex Proyas, en fait. Oui, non, mais je le regarderai avant, forcément. Pour le coup, la photo était quand même l'une des qualités du film. Voilà, en fait, il y a une époque où on avait chaque année le nanar de l'année. Et il y a eu Hellboy, par exemple, voilà, qui était le postulant de cette catégorie, comme il y a eu Ghost Rider 2 à un moment donné, il y a eu Conan le Barbare. Mais là, il y a de la compétition, parce qu'avec Raven et Venom 3... Ah, mais c'est différent encore. Parce que là, je pense que Rupert Sanders, il avait une commande à honorer, il l'a fait, à mon avis, il est content de lui. Jesse Chandor, qui est quand même un putain de bon metteur en scène, il a vraiment fait Craven, à mon avis, pour se payer une nouvelle bagnole, quoi. Et je pense sincèrement que le film va être pourri et honteux pour ceux qui ont travaillé dessus. Alors que là, enfin, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est honnête, en fait, dans la proposition. D'ailleurs, le trailer, il est assez long, quand même, 3 minutes, tu vois. Et il te dit bien, bah voilà, c'est un film de vengeance, avec un mec qui ne peut pas mourir, et qui va venger ses nanas en découpant du mafieux, quoi. Enfin, si vous êtes dans cette démographie, venez, vous êtes les bienvenus. Et à la limite, Hellboy était plus trompeur au niveau des trailers, je trouve. Ils incitaient beaucoup moins sur le côté tartine et jambon beurre rillette. Alors que là, quand même, c'est vraiment un film qui te dit, bah écoute, prends une bière, amène ta go, tu vas te marrer. Voilà, c'est bourrin, c'est nul, mais c'est pas grave. T'as envie, toi aussi, un peu de bourrin nul de temps en temps. C'est la séance du vendredi. Après, on va au KFC et on rigole. Tu vois, enfin, c'est vraiment typiquement un film pour ados, en fait, quoi. Oui. Voilà. Et donc, pour les grands enfants comme Arnaud. C'est parfait. Les grands enfants au cerveau bizarre, voilà, parce que c'est un peu les seuls trucs qu'on retiendra de ce podcast sur la façon dont Corentin me caractérise. Mais ça me va, écoute, je l'assume. Bah, attends, mais t'avais aimé Hellboy, toi, en plus? Bah, je l'ai pas détesté, quoi. La dague empoisonnée que je lui tends. Non, mais j'assume ce que j'ai dit dans le podcast. Moi, j'avais kiffé parce que c'était gore, quoi, et que ça compensait. Enfin, je trouvais que ça compensait le fait qu'effectivement, par rapport à ce qu'on attend de Hellboy, ça n'a rien à voir. Mais vu que il y a des strums pas trop moches et que surtout c'est très gore, moi ça m'a. Voilà, mais j'ai pas l'impression de te caricaturer. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont fans de cinéma de genre et d'exploit. Et voilà, tu sais, moi, je suis fan de films de kung-fu pourris, hein.
Et il y a des gens qui pourraient me dire, les films Godzilla, c'est ridicule et tout. Je leur répondrais oui, je m'en fous, j'aime bien. Et non, c'est chacun son truc. S'il y avait un monstre géant dans The Crow, j'irais le voir avec plaisir. Hein. C'est vrai, voilà. Ça tient un peu de choses. Lionsgate, vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici la sortie au mois de juin prochain. Et on en a terminé pour ce podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir par vos retours sur notre site ou sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de partager pour faire connaître, pour faire découvrir le podcast et tout simplement pour nous assurer une visibilité numérique, puisque on n'a pas de coche bleue nulle part, on donne pas nos sous à X ou Facebook, donc on compte sur vous. L'algorithme est très cruel en ce moment. Voilà, parce que les algorithmes sont effectivement ceux qu'ils sont. On rappelle aussi qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez encore nous soutenir pour faire grimper à chaque mois au mieux la cagnotte du mois, ce qui nous permettra donc de voir l'avenir sur le long terme. Et on vous reparle aussi de plans futurs dans les prochaines émissions. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. Salut. Salut.